Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 47 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Melba, autrice, musicienne et interprète de pop aux sonorités électroniques. Je crois que c'est la première fois que je reçois une personne qui travaille dans la musique et notamment une chanteuse sur le podcast. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir explorer une nouvelle facette du milieu culturel. Et en plus, je suis sensible aux valeurs que Melba prône dans son art. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir la recevoir dans cet épisode et partager cette discussion avec vous. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Je vous le dis à chaque fois, mais j'en ai vraiment plus besoin que jamais. Alors n'hésitez pas à soutenir le podcast sur les plateformes, à l'envoyer à quelqu'un qui serait, vous le pensez, intéressé, à le partager sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de votre aide pour continuer à faire vivre ce projet, donc merci à vous et je vous souhaite une très belle écoute. Et bonjour Melba. Salut. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, je suis honorée. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Vaste programme. Qui je suis Je suis une personne qui vit à Lyon depuis quelques temps. J'ai 31 ans. J'aime bien le dire parce que en fait, je trouvais que c'était la honte d'être musicienne et d'avoir plus de 30 ans, mais j'essaye de combattre cet agisme internalisé. Donc j'ai 31 ans et c'est stylé, voilà. Oui. Et je suis autrice, compositrice, interprète en pop francophone. Quelles ont été tes premières attaches avec la musique ? Je pense que ça a été direct le chant quand on est enfant, et c'est le cas de beaucoup de gens, où en fait on apprend des chansons à l'école et tout. Et après, j'ai eu envie de faire de la musique parce que dans ma famille, c'est quelque chose de courant. Et je voulais faire du piano, mais il y avait plus de place. Grand drame de ma vie. Dans le cours de piano ? Ouais, il y avait plus de place dispo. Okay. Et je me suis promenée dans l'école de musique et j'ai trouvé que le prof de flûte traversière, il était grave sympa. Et du coup, j'ai fait 4 ans de flûte traversière pour commencer quand j'étais petite. Et j'ai bien fait parce que effectivement, le prof, il était ouf. Et je faisais pas trop mes devoirs, mais il s'en foutait. Ça fait du bien. Ouais. Enfin, en fait, je jouais de la flûte tout le temps et tout. Genre, moi, j'ai pas trop de souvenirs, mais ma mère, quand elle en parle, ça me fait trop rire, quoi. Elle me dit que des fois, elle me retrouvait avec ma flûte. Genre, je jouais dans la voiture, je jouais aux toilettes, MDR. Et je me souviens que je rêvais trop d'être trop forte, tu vois, et de m'exprimer trop bien et que ça devienne un deuxième langage. Mmh. Et voilà, après, banalement, tu vois, on a déménagé, donc je voulais pas en faire avec quelqu'un d'autre que ce prof que j'avais trouvé magique. Je pense que c'était pas possible pour moi. Donc j'ai arrêté et j'ai plus retouché ma flûte du tout. Et après, à 14 ans, je me suis mise à chanter un peu par hasard. Je déteste quand les gens disent ça, tu sais, genre... Je me suis retrouvée comme ça à chanter. Non, mais tu sais, hilarant, genre, les gens dans le cinéma, ils disent beaucoup ça, je trouve, genre, oui, par hasard, je suis tombée sur tel casting et finalement, ça a marché et je suis devenue une grande star de cinéma, genre, non, genre, ça prend magique. Quand même beaucoup de volonté et tout, mais bref... cela dit, c'est vrai que le tout départ, c'est un peu un hasard, tu vois, dans la cour de mon lycée. Rien à voir, moi j'étais au lycée agricole parce que j'avais envie de travailler avec les chevaux. Et donc j'étais en 4e ou en 3e dans un lycée agricole. Et il y a une meuf qui me dit « Ah, j'ai trop envie de chanter une chanson, je suis sûre que tu chantes bien et tout. » J'étais là, bah, ouais, j'ai été à la chorale du collège, tu vois, mais genre, je sais pas, enfin... chante dans mon bain, tu vois. Et en fait, on s'est mis à chanter des trucs avec cette meuf qui m'avait proposé comme ça à la zeub dans la cour du lycée. Et là, ça a été une révélation, quoi. Genre, même j'ai changé de caractère. Bah oui, parce que ça doit être un peu intimidant de faire ça. Tu faisais ça dehors devant des gens ?
Bah après, non, enfin au début vraiment on était que toutes les deux dans un coin, tu vois, donc pas vraiment. Mais en fait, je sais pas, ouais, ça m'a révélé, enfin, avant j'étais assez timide, très mélancolique, très poète maudit, tu sais. Et ça m'a extraverti de chanter. Ok. C'est un truc de ouf. Et ouais, ça a twisté mon existence. Ouais, c'est hyper lié aussi à ta personnalité à toi, au-delà de ton travail. Ouais, ouais. Et en fait, à ce moment-là aussi, dans ce lycée de Poney, je faisais aussi du théâtre et ça m'a beaucoup aidé, je pense, à, à m'épanouir, quoi. Et c'était assez parallèle, quoi. Enfin, ce truc de musique et de théâtre. Et pour moi, c'était pas original parce que je viens d'une famille où il y a pas mal de gens qui jouent de la musique et qui font du théâtre. Donc, c'était zéro original. Mais par contre, dans le milieu dans lequel j'étais, pour le coup, de l'agriculture et tout, oui, un peu plus. Je m'attendais pas à avoir des pratiques artistiques au lycée agricole, tu vois. Enfin, j'avais pas prévu ça. Et en fait, c'est là-bas que vraiment, je me suis... Parce qu'à la base, tu voulais devenir agricultrice, du coup. Ben, je savais pas trop, je projetais de faire du tourisme équestre ou d'élever des chevaux ou un peu tout ça en même temps, tu vois. Pas du tout dans l'aspect compétition sportive, mais plutôt, ouais, randonnée, tourisme équestre et élevage. Et en fait, c'est un milieu qui m'a vraiment pas du tout plu. Enfin, parce que pour le coup, au lycée, c'était plutôt compétition, la vibe, saut d'obstacles, blabla, là. Et équitation classique. Et l'équitation classique, il y a le même type de rigueur que dans toutes les autres disciplines classiques françaises, des écoles élitistes de musique, de danse, de voilà, c'est une certaine culture hein, de l'effort dans la douleur, de il y a quelque chose de très protocolaire, de limite militaire, tu vois, qui me déplaisait pas en étant adolescente quelque part, j'aimais bien cette rigueur, ça me cadrait, je pense. Et en même temps, c'est un milieu mais alors c'est hilarant maintenant que j'en parle parce que tu sais la musique c'est pas mieux. Mais j'allais dire c'est un milieu où il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de d'addiction, de violence et tout ça. En fait, la musique c'est pareil, juste je le savais pas, tu vois. Ouais, je trouve ça ouf que... Moi, j'ai plein de potes qui m'ont raconté que dans leurs cours de musique, quand ils étaient jeunes, ça les a dégoûtés justement parce qu'il y avait ce côté l'effort dans la douleur. Et je trouve ça cool que tu sois tombée sur un prof de musique hyper ouvert et plus chill, parce que ça se trouve, ça aurait pu te dégoûter de la musique à cet âge-là. C'est sûr, parce que justement, il avait pas ce truc très académique. On improvisait beaucoup dans ses cours et il avait une approche pas si classique que ça. Et en fait, les disciplines classiques, mais j'y suis retournée, hein. Après, j'ai fait du chant classique aussi en étant ado. Il y a quelque chose dans la rigueur qui me fait plaisir, moi, qui me cadre, tu vois. Mais en même temps, je trouve que les gens deviennent vite zinzin et ça m'intéresse pas. Donc après, je me suis dit, ouais, peut-être je vais faire du jazz. Ça a l'air d'être des gens qui font de la musique en jogging dans des caves. Que dalle. Il y a aussi un truc très élitiste et très conservatoire et tout. Donc, Et du coup, après le lycée, il s'est passé quoi dans cette... Bah, après le lycée agricole, du coup, j'ai intégré un lycée général, ce qui se fait pas trop normalement. Enfin, une fois que t'es passé en 4e, 3e de l'enseignement agricole, retourner dans le général, c'est mission impossible. Mais là, par l'opération du Saint-Esprit, j'ai réussi. Je me suis retrouvée au lycée Lumière à Lyon, qui est un lycée avec des options artistiques. Parce que j'envisageais pas du tout de retourner dans le système scolaire normal s'il y avait pas de l'artistique. Donc j'ai trouvé ce lycée où il y avait... donc c'est un lycée où il y avait soit des arts plastiques, soit du cinéma, soit de la musique. Donc j'ai pris la musique. Et ça fait que j'ai eu mon bac. Trop bizarre, mais j'ai eu mon bac. Et bah, grâce à la musique, honnêtement, c'était un gros coef. Ok, trop bien. Et de là, je me suis dit que... Enfin voilà, dans ce lycée aussi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique. Et après ça, je savais pas trop quoi choisir entre le théâtre et la musique. Les deux m'attiraient très fort. En fait, la scène m'attirait très fort. Et puis, j'ai choisi la musique parce que je trouvais que c'était plus accessible. Et je me suis retrouvée à l'École nationale de musique de Villeurbanne. Ok.
qui est quand même un conservatoire. Donc, ça se passe comment une école de musique pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds là-dedans? Je sais pas parce que, enfin, je sais l'ENM, mais après, je pense que toutes les écoles, elles sont un peu différentes. Mais en gros, j'avais accès à plusieurs types de cours, de la formation musicale, ce qu'on appelle maintenant formation musicale, c'est du solfège. J'y allais pas trop. Euh, de l'harmonie, de la culture aussi, de la culture musicale, de l'analyse, euh, des cours de technique vocale, d'interprétation, euh, plein de choses. En fait, il y a des ensembles aussi, des ateliers pour pratiquer la musique à plusieurs. J'avais eu des ateliers d'écriture aussi, de texte pour la chanson. Et c'était assez cool. On m'avait dit, ah, tu verras, le prof, il a son caractère et tout, c'est sûr que vous allez vous engueuler, mais c'est un mec intéressant et tout, vas-y. En fait, on s'est jamais engueulé, genre, c'était juste trop bien. Ok. Donc, pas déçu du voyage. Mais voilà, en gros, mais bon, ça m'a vite saoulée, hein. Je suis restée 2 ans et demi. Je suis même partie ouais au milieu d'une année. Ok. Genre, ça me saoulait trop. Le cadre conservatoire, ça m'allait pas du tout, quoi. Mais c'est pas grave. C'est quoi qui t'allait pas là-dedans? Déjà, j'ai été un peu trauma par une prof de chant, j'avoue, qui m'a fait tout déconstruire ma façon de chanter, mais pour rien reconstruire derrière, quoi. Ouais. Et ça, c'était dur. Et en fait, à force de tout conscientiser, comment tu chantes, comment tu es, comment tu te tiens debout, comment tu marches, comment tu respires, en fait, moi, j'arrivais plus à trouver de la spontanéité, mais vraiment zéro, quoi. Ouais. Et en fait, tous mes tics vocaux, ils ont été déconstruits et tout. Et ce qui est super cool, enfin, je pense que c'est super cool de prendre conscience de ces tics vocaux, mais en fait, c'est de l'identité. Et je trouve ça dommage de le déconstruire. Parce qu'aujourd'hui, enfin, j'ai dû faire le chemin inverse, tu vois, pour retrouver mon identité. Par exemple, moi, je chante avec des consonnes souvent assez marquées. Et c'est quelque chose que j'aime. Et à l'époque, cette prof-là, par exemple, elle me l'avait fait totalement déconstruire. Mais MDR, en plus, avec des... Franchement, je me souviens d'un cours chaotique où, avec du recul, elle avait été raciste parce que, genre, donc, je ne suis pas d'origine asiatique, mais effectivement, je marque les consonnes et elle avait imité un accent pseudo-asiatique pour me prouver que c'était ridicule de marquer les consonnes. Wow. Et avec du recul, je me dis, mais ça va pas chaud, ou quoi? Ouais. C'est chaud. C'est complètement zinzin. Enfin, et aujourd'hui, en fait, je me dis, une identité artistique, elle est aussi marquée par des défauts et par des choses singulières. Et qu'en fait, si tu te lisses absolument, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, je suis très marquée par ce parcours-là et je dois faire des efforts monumentaux pour me délisser, quoi. Genre, faire en sorte de retrouver mes aspérités, d'assumer mes aspérités. Et retrouver confiance en ça aussi, parce qu'on t'a dit qu'il fallait pas faire comme ça, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait... je crois que ça fait 8 ans ou 9 ans que je suis sortie de cette école, tu vois. Ouais. Et j'en suis toujours là. Alors, c'est aussi mon caractère, je pense, tu vois, de un peu people pleaser ou j'en sais rien quoi, tu vois, mais d'avoir tellement envie de plaire que je me lisse un petit peu, j'imagine. Mais c'est un gros taf. Ouais, bah ouais. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et donc maintenant, tu es chanteuse indépendante. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Et quel a été le gap entre cette école de musique et aujourd'hui? Comment tu t'es débrouillée pour comprendre l'écosystème et pour trouver ta carrière là-dedans? Eh ben, écoute, il y a eu plusieurs étapes importantes. Déjà, j'ai commencé par un spectacle pluridisciplinaire qui tournait pas trop dans le milieu des musiques actuelles parce qu'en fait, c'était un duo de clowns sans nez, donc sans nez rouge, mais qui faisait appel vraiment aux techniques de clown traditionnelles. C'était un duo donc avec un Auguste et un clown blanc. Je sais pas si ça te parle trop, mais en gros, c'est des archétypes. Le clown blanc, c'est celui qui est un petit peu rigide, un petit peu garant du spectacle et qui est scandalisé par l'Auguste qui fait n'importe quoi. Ok. Évidemment, j'étais l'Auguste. Et on a tourné 4-5 ans avec ce spectacle-là.
Il y avait beaucoup de musique aussi dans ce spectacle, de chansons. Et en parallèle, moi, j'écrivais des chansons. J'ai commencé à écrire des chansons à l'UNM. Et j'ai été encouragée par un ami à sortir de ma chambre mes chansons, quoi. Et, et donc, il m'a inscrit à un tremplin. Ok. Donc, un tremplin, c'est un concours, on va dire, pour présenter sa musique. Et il m'a dit, mais t'inquiète, il n'y a aucun enjeu, c'est un petit tremplin d'une petite salle lyonnaise, c'est vraiment juste pour sortir de ta chambre, il y a des gens qui vont te faire des retours, et tu verras bien ce que ça donne. Sauf qu'en fait, j'ai gagné le truc. Génial. Génial, mais grosse sueur aussi, tu vois. C'était quoi au final? Donc c'était le tremplin d'une salle qui s'appelle À tout bout de champ, qui est vraiment ma maison à Lyon. Et c'était en quelle année ce tremplin? C'était en 2015. Ok. Il y a 10 ans. Waouh. Et oui. Et voilà, et j'ai gagné, et du coup, je me suis dit, bah merde, il va falloir taffer, quoi. Parce que j'aimais pas mes chansons, Est-ce que t'avais déjà ton identité à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, la quête artistique, c'est un grand sujet chez moi, c'est un immense sujet. Mais pour finir de te répondre sur un peu les étapes, tu vois, de structuration, en gros, il y a eu ce tremplin. Il y a eu aussi un truc qui m'a marqué, c'est une formation dans un lieu qui n'existe plus, qui s'appelait le Studio des Variétés. Et j'ai fait une formation de 15 jours sur l'écosystème des musiques actuelles. Et vraiment, ça m'a appris énormément et ça a changé toute ma posture professionnelle. Enfin, en fait, ça m'a créé une posture professionnelle. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses qui existent, comme par exemple à Lyon, les ateliers du Lobster, qui en plus sont des ateliers gratuits et qui aident vraiment les gens à se structurer et à comprendre l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et après, il y a ma rencontre avec mon manager aussi, mon tourneur et mes divers partenaires, tu vois, qui ont changé la donne un peu à chaque fois. Mais sinon, les éléments vraiment déclencheurs, c'est tout le temps des concerts. C'est jouer, un maximum. Et À tout bout de champ m'a aidé tellement là-dedans. Genre, à une époque, ils faisaient tout le temps des blagues que j'étais l'artiste qui avait le plus joué chez eux et tout. Au final, je suis pas sûre. Il y a une autre personne en concurrence. Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de premières parties. Enfin, ça a été vraiment mon laboratoire, tu vois, et encore aujourd'hui. Hein. Enfin, même des fois, je profite d'un moment où il y a personne à la salle pour aller écrire. Enfin, c'est mon foyer, quoi, vraiment. Ouais. À tout bout de champ, du coup, si tu peux expliquer, c'est une association, c'est ça? Ouais, alors, oui, la structuration, c'est une asso, mais en vrai, c'est une salle de spectacle de 80 places qui est en bas des pentes de la Croix-Rousse. Et c'est une salle de musique d'expression francophone, donc il n'y a pas d'esthétique de prédilection. Mais les contraintes un petit peu du lieu, qui est un lieu assez petit, le plateau il est assez petit, ça fait que c'est pas des formations de 8000 personnes sur scène. Enfin, tu vois, ça reste un lieu assez intimiste. Après, des fois, elles organisent des hors les murs. Donc, par exemple, ma sortie de disque, de mon dernier disque, a été organisée en partenariat avec À tout bout de champ, mais ailleurs qu'à tout bout de champ. Pour pousser les murs. Mais en gros, c'est ça. Et c'est un lieu qui met en valeur toutes les musiques, en tout cas au maximum, avec du texte en français, où le texte est assez central dans la proposition. Ok. Ce que tu disais sur tes débuts pour trouver des scènes et comprendre l'écosystème, je trouve que c'est hyper important parce que j'ai l'impression que on peut soit trouver des bonnes structures qui nous aident, soit être lâché dans la nature sans trop savoir où aller, quoi faire. Donc, Oui, c'est compliqué. Il faut trouver un peu... C'est des histoires de gens, en fait. Hein. C'est des personnes... et il faut essayer de trouver un peu sa famille professionnelle et artistique, tu vois. Mais c'est vrai que cette histoire avec À tout bout de champ, je la trouve belle parce qu'on arrive en plus à la continuer. Enfin, c'est toujours un lieu qui m'aide énormément. Ouais. Et alors que mon accompagnement, il aurait dû durer 6 mois, mais en fait, ça fait 10 ans, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Et pour en revenir un peu au début, quand tu as commencé à écrire et puis ensuite quand tu as commencé à te structurer, qu'est-ce que tu voulais raconter dans tes chansons? Waouh,
C'est une très bonne question. Je pense que ce qui me guide toujours et qui m'a toujours guidée, c'est d'essayer de proposer plein d'émotions différentes. Parce qu'une chanson, ça dure le temps que ça dure et le format que moi je propose, il est en moyenne autour de 3 minutes. Donc c'est assez court et je trouve ça super intéressant d'essayer de passer par plusieurs émotions et d'avoir une palette assez riche. Et ça m'a toujours guidée, je pense. Et après, bah, évidemment, on ne parle jamais que de soi, malheureusement. Ouais, tu sais, je trouve qu'il y a quand même un côté très égo-tripal dans ce métier. Ouais. Mais moi, je fais de la musique pour essayer de me connecter avec les autres, tu vois. Donc, si je pars de mes propres émotions, j'espère aussi aller chercher celles des autres et les points communs qu'on peut avoir, ou pas d'ailleurs, mais c'est toujours un sujet du coup. Ouais, carrément. Donc t'avais j'ai l'impression que quand on est sur scène, par exemple, on a cette envie de lier aussi avec le public et c'est ça, de leur faire ressentir des choses. Oui, en tout cas, c'est ma démarche. Je sais qu'il y a des artistes qui sont beaucoup plus intérieurs. Et même sur scène d'ailleurs, tu vois, qui sont dans une démarche beaucoup plus intérieure, ce qui peut être très beau à voir, je trouve, et il y a un genre de 4e mur, un peu comme au théâtre, et moi, je suis un peu l'inverse, quoi. J'ai envie de me noyer dans les gens. C'est trop bizarre de dire ça, mais tu sais, genre, par exemple, je saoule tout le temps les gens à la lumière parce que je suis trop en bord plateau. Ça veut dire quoi? Le bord plateau, en gros, c'est le bord de la scène. Okay. Et je m'avance trop, en fait. Ah oui, et du coup, la lumière, elle me chope plus. Donc, il faut tout le temps que je fasse gaffe parce que... Mais si ça tenait qu'à moi, je serais... Tu irais dans les gens, tu vois, c'est ça. Et bah, c'est ce que t'as fait à la release party à la fin, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai que des fois, je crée l'occasion. Je crée l'occasion. Est-ce que tu peux nous parler de Cœur Combattant? Ouais, Cœur Combattant, c'est mon premier EP de 5 titres qui est sorti en 2019. Et j'avais envie de faire un disque. Enfin, je faisais des concerts. Parce qu'entre 2015 et 2019, du coup, j'avais pas grand-chose à faire écouter. Et je jouais sur scène avec un guitariste en acoustique. Et c'était vraiment pas ma volonté. Mais en fait, je ne connaissais pas les gens d'un autre milieu, tu vois, parce que, voilà, le milieu de la chanson française... était ce qu'il était, et puis moi je savais pas trop qui j'étais ni ce que je voulais, j'avais l'impression d'aimer toutes les musiques qui existaient, tu vois, enfin j'étais très peu précise, quoi. J'étais là, mais moi j'écris des textes et des mélodies et puis tant qu'il y a ça c'est bon, tu vois. Et en même temps j'étais pas convaincue par l'acoustique pure et dure, et j'ai rencontré Nicolas Steib qui du coup est un musicien réalisateur, donc on entend réalisateur un peu comme dans le cinéma, tu vois, ou on peut dire producer ou beatmaker. Il n'y a pas... Enfin, réalisateur, c'est un peu flou en même temps, mais ou arrangeur, tu vois. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui arrange les titres. Et je lui ai dit, écoute, débrouille-toi, je veux faire un disque. J'ai besoin de faire un disque pour faire écouter mes chansons. Je veux pas que ça sonne comme de la chanson française à moustache, Georges Brassens et tout. Je n'en peux plus de la guitare acoustique. Débrouille-toi, s'il te plaît, pour faire de la pop, en fait. Parce que je crois que c'est ça que je veux faire et que j'écoute, en plus, tu vois. Enfin, oui, j'écoute de la folk depuis toujours et tout ça, mais moi, j'avais envie d'une certaine énergie aussi. J'avais envie de percussion sur scène et de pouvoir faire danser les gens. Quand bien même mes chansons elles sont un peu deep et tout des fois, et donc je suis allée voir ce type formidable qui genre m'a dit bah ouais, avec plaisir. Et moi j'ai été dans un mood tellement ouvert, tu sais, j'étais genre vas-y, garde mes textes, mes mélodies et fais ce que tu veux. Je lui ai fait aucun retour. Avec du recul je trouve ça fou, tu vois. Il m'a livré les arrangements et j'étais là trop bien. Il y a des gens avec qui c'est assez fluide, enfin... Ouais, après, mais c'est aussi parce que moi, j'avais vraiment pas d'identité, tu vois. J'étais vraiment bah merci beaucoup. C'est bon, ça sonne pas comme si c'était du Georges Brassens, ça me va, tu vois.
Ouais. absurde. Avec du recul, je trouve ça absurde. Mais bah, tu sais, j'ai fait avec qui j'étais et ce que j'avais. Enfin, par exemple, dans ce disque-là, il y a une chanson qui s'appelle Céleste où Nico, il a fait un arrangement très années 80. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas du tout mon identité et que c'est très loin de moi et très loin des sons que j'aime bien. Mais à l'époque, j'étais incapable de savoir. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce problème-là de c'est quoi ton art et tout, je sais pas. Enfin, tu vois, de trouver son identité, ça peut prendre hyper longtemps. Et ça veut dire aussi faire des choix. Et j'ai l'impression que quand on est artiste, on aime beaucoup de choses. Et du coup, faire des choix, c'est difficile. Exactement, c'était trop dur pour moi. Donc j'ai relégué ça à quelqu'un d'autre, tu vois, qui, je pense, a été ravi aussi de pouvoir faire un peu ce qu'il voulait. Ouais. Et par contre, après, je me suis pris une grosse claque où je me suis dit, bon, je ne peux pas être que autrice et mélodiste. Je suis musicienne et il faut que je trouve mon son. Et j'ai un peu pété un câble, tu vois, genre... le confinement m'a mis tellement face à moi-même, genre tu sais pas qui t'es. Aussi parce que j'avais loupé mon passage à The Voice, où je savais pas qui j'étais. Et ça m'a desservi, tu vois. J'étais incapable de dire quels étaient mes artistes de référence et tout ça. Je comprenais pas trop. Mais parce que pour moi, écouter de la musique et en faire, ça n'a aucun rapport. C'est genre très désolidarisé, genre. Un peu moins maintenant, mais vraiment, pendant des années, j'écoutais beaucoup de musique, hein. Mais pour moi, ça n'avait aucun rapport d'en faire et d'en écouter. C'était zéro la même activité. Ouais, t'avais l'impression qu'avec Cœur Combattant et The Voice, tu devais défendre des projets qui n'avaient pas un message clair et que du coup, tu pouvais pas vraiment défendre, quoi. Oui, c'est ça. En fait, par exemple, à The Voice, tu vois, ils te disent mais quelle chanson tu veux chanter et tout. Bon, bah, je leur ai sorti une liste. Au final, c'est un peu eux qu'on choisit pour moi. Mais moi, je savais pas dire je me réclame de un tel, une telle, et c'est ça mes rêves, tu vois. Ouais. Genre, c'était ésotérique pour moi. J'étais incapable. Et le confinement et cette histoire de The Voice et tout, ça m'a fait faire un gros point sur ma vie artistique. Ouais. J'ai vécu une grosse introspection artistique. Je me suis mise vraiment face à moi-même, tu vois, en mode c'est pas possible que t'aimes tous les sons de la terre. C'est impossible. Donc maintenant, tu te replonges dans toi et tu te regardes en face, quoi. Et ça m'a beaucoup aidée. Et pour le disque que je viens de sortir, du coup, qui est sorti là en novembre 24, ça a été très difficile de trouver un partenaire artistique qui respecte mon brief et qui comprenne ce que je voulais faire. Mais je regrette zéro, tu vois, d'avoir mis 5 ans pour ressortir juste 5 titres. Je regrette zéro. Parce que, en plus, c'est une collaboration qui, j'espère, va durer dans le temps, tu vois. Et j'ai vraiment trouvé mon binôme artistique et ça fait trop plaisir, quoi. Mais j'ai fait un gros travail d'identité, ouais, c'est sûr. Ouais, et comment on le fait concrètement, ce travail? Enfin, qu'est-ce qui te bloquait, tu penses, avant? Et qu'est-ce que tu as réussi à débloquer aujourd'hui pour comprendre qui t'étais dans ta musique? Je pense que c'est beaucoup de pudeur et beaucoup de contrôle, en fait, et de rêver quelque chose que t'es pas. Enfin, tu sais, il y a un côté un peu genre qui t'aimerais être et puis qui t'es, en fait. Et de toute façon, tu peux pas tricher sur qui t'es. Ouais. Par exemple, j'avais un gros complexe d'être quelqu'un à la fois de la street et à la fois du milieu rural. Pour moi, fallait pas que ça apparaisse dans mes textes, que j'avais un rapport avec la nature, le milieu rural. Je voulais pas du tout m'inscrire dans quelque chose de champêtre. Genre, tu vois, si j'avais fait le choix de pas faire de la folk, c'était vraiment en mode non, 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 j'ai occulté ça, tu vois, parce que au début que j'écrivais des chansons, j'utilisais beaucoup de références à la nature, aux éléments. Et après ça, j'étais là, waouh, j'ai zéro street cred et tout. Mais qui se dit ça, tu vois, c'est absurde. Ouais.
Et je pense que j'ai cherché à vraiment occulter tout ce côté-là et à revendiquer quelque chose d'urbain. Après, en même temps, je vis toujours dans le bitume, tu vois, donc c'était pas non plus mentir. Mais par contre, c'était omettre toute une partie de ma personnalité et de mon histoire qui fait que j'ai grandi à la fois dans un HLM à Feyzin et à la fois à la campagne. Et ça, en fait, j'ai compris que c'était vraiment fondateur de mon identité et que c'était fondateur aussi dans les sons que j'aimais bien et que si j'aimais des sons très synthétiques, j'aimais aussi des sons très organiques et acoustiques et qu'en fait, fallait que j'arrête d'avoir peur de l'acoustique et de mélanger les deux, tu vois. Et ça a été vraiment un déclic absolu, notamment pour le coup grâce à des inspirations comme Rosalía, qui est une artiste espagnole qui est maintenant une pop star internationale. Et en fait, quand j'ai découvert son tout premier disque, son deuxième disque en fait, parce qu'il y en a un premier qui est flamenco, 100% flamenco, trad, et le deuxième, El Mal Querer, je crois, qui s'appelle, il est bleu. Ouais. Il a pas fait trop de bruit en France en fait. Je sais même plus comment je suis tombée là-dessus. Mais je me suis dit, mais incroyable. Genre, la meuf, elle mélange de la musique trad et des musiques actuelles, très actuelles. Et c'est sublime, quoi. Et je me suis dit, en fait, il faut que t'arrêtes de mettre sous le tapis des trucs qui existent parce que c'est pas assez sincère. C'est pas 100%. Et en fait, moi, j'ai grandi dans les musiques traditionnelles parce que mes parents pratiquent les musiques traditionnelles. Et pour moi, c'était vraiment trop la honte, quoi. J'étais là, waouh, c'est trop nul. Ouais. C'est comme une ado un peu qui boude. Genre, ça, c'est la musique de mes darons, c'est nul. Et c'est ancestral et c'est pourri. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'arrête d'aller contre ce qui est en moi, parce que toute ma vie, j'ai entendu des musiques trad, de plein d'endroits différents en plus. Et en fait, faut que j'arrête de me censurer. Donc aujourd'hui, tu vois, dans mes mélodies, des fois, si t'es un peu analyste, tu vas capter qu'il y a des refs trad dans ma musique. Franchement, c'est pas non plus obvious, tu vois, c'est pas évident, mais j'arrête de me défendre et de me battre contre ça. Et je l'assume avec grand plaisir, tu vois. Et des artistes comme Rosalía. Après, en plus, il y a aussi des artistes comme Stromae, qui a quand même fait un album autour de plein de folklore différents, tu vois. Ça m'a grave touchée. Il y a Aurora aussi qui fait ça et ça me parle beaucoup. Et c'est un curseur que je peux encore monter, tu vois. Je pense que j'ai été même un peu timide sur mon dernier EP, là. Mais j'ai hâte. Ouais, grave. Et entre ton premier... Enfin, EP, c'était EP? Ouais, EP. Mon premier EP et pendant ces 5 ans, t'as fait énormément de scènes avant de sortir ton deuxième disque. Ouais. Et du coup, tu faisais des scènes avec le premier? Je faisais des scènes avec le premier. En même temps, c'est que 5 titres, donc ça dure pas très longtemps. Mais j'avais plein d'autres chansons, des chansons qui existent là sur mon deuxième EP. Du coup, dans des arrangements pas très aboutis comme je le voulais. Donc j'étais vraiment dans un entre-deux pendant très longtemps, tu vois, d'arrangements qui me plaisaient pas complètement, mais en même temps, j'aimais tellement mes chansons que ça me dérangeait pas de les chanter sous cette forme-là. Des fois, j'étais un petit peu frustrée parce que j'ai eu des grosses opportunités de scène avec ces chansons pas abouties, comme des premières parties dans des énormes festivals comme les Nuits de Fourvière ou le Printemps de Pérouge, où tu te dis, je vais pas dire non, c'est pas possible. Mais par contre, j'aurais tellement aimé que mon travail artistique il soit plus abouti en ayant accès à ces scènes-là, tu vois. Je comprends. Et en même temps, les gens, ils s'en foutent, ils reçoivent ton énergie, ils reçoivent ce que tu défends à ce moment-là. Et il y a que toi qui sais que le travail en cours est en cours, quoi. Mais voilà, donc j'ai beaucoup chanté des chansons qui étaient zéro sorties. Ça aussi, c'était dur parce que les gens, après les concerts, venaient me dire « Ah, mais on trouve pas telle chanson sur Spotify et tout. » Et j'étais là, oui,
elle est pas sortie, j'espère qu'elle va sortir à telle date, machin. Et puis en fait, c'était tout le temps repoussé. Ça a pris beaucoup de temps. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu, je vais perdre tous ces gens qui ont apprécié ma musique en live et qui peuvent pas la retrouver chez eux. Et c'était très frustrant pour moi. Mais bon, en même temps, maintenant, j'ai un sacré stock de chansons Bah ouais. que j'aime bien et qui sont pas encore enregistrées. Et ça fait plaisir parce que, en fait, avant Cœur Combattant, j'ai été en panne d'écriture pendant 2 ans. Ok. Ça m'avait fait ultra peur. Et ça m'est plus jamais arrivé, là. Genre, j'écris quand même assez souvent. Et je suis assez prolifique. Donc, en fait, j'ai beaucoup de chansons en stock. Et ça, c'est cool. Ça me rassure, tu Bah vois. ouais, tu m'étonnes. Il y a plus qu'à les enregistrer. Mais ça Ouais. coûte des sous. Ouais. Dans plusieurs de tes chansons, comme par exemple Amazon, on ressent une forte envie d'empouvoirment, on pourrait dire. Et pareil pour Feu Sacré, où tu dis que, je cite, t'as plus peur de briller. C'est un petit peu tout ce qu'on disait juste avant, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une notion importante à tes yeux que t'as envie de transmettre ? Oui, alors après, des fois, tu vois, j'écris des trucs qui sont plus des vœux que la réalité. Oui. Tu sais, t'écris au présent, genre comme si t'avais solutionné le truc. Mais en fait, c'est un peu plus des vœux, tu vois. Enfin, Feu Sacré, des fois, je peux pas dire que je l'interprète à contre-cœur, mais quand je suis dans un mood assez bas, tu vois, je me dis, bon, allez, va chercher l'énergie. Pour être sincère quand même, mais c'est sûr que j'en suis pas là, tu vois. Et il y a des fois où ça va très bien et du coup, la chanter, c'est vraiment, comment dire? Enfin, c'est vrai au présent, tu vois, mais les chansons, des fois, elles me guident quand même, tu vois. Enfin, genre, c'est pas 100% vrai. Enfin, c'est pas 100% vrai que j'ai plus peur de briller, tu vois. C'est un souhait, c'est un vœu. Et il y a des jours où j'ai plus peur de briller, et puis il y a des jours où j'ai grave peur de briller. Ouais, carrément. Tout ce paradoxe entre peur de l'échec et peur de la réussite, qui veut pas dire grand-chose en plus. Mais oui, il y a quand même une volonté d'empouvoirment, c'est clair. Enfin, moi, j'aimerais tellement qu'on arrive à se sentir plus légitime, plus forte, et je parle au féminin exprès. Mais c'est vrai que ça me tient à cœur. En fait, j'aimerais trop que je l'ai dit en interview il y a pas longtemps et je me suis dit waouh, c'est pompeux, mais en vrai non. Enfin, en vrai, j'y crois vraiment. C'est que j'aimerais trop que les gens, quand ils sortent d'un de mes concerts, ils aient envie d'être plus vivants, tu vois, et de se dire bah go. En fait, oui, on peut briller, on peut, tu vois, même quand on a l'air de petits monstres, des petits gueux, de petits je sais pas quoi, enfin, parce que je suis pas dans les normes et que j'aimerais bien que chacune se sente un peu de briller un peu plus fort, tu vois. Carrément. Bah, pour moi, c'est beaucoup du féminisme aussi, ce que tu dis là. Oui. Et pareil, dans tes sons, c'est quelque chose qui est hyper important. Comment tu vis cet engagement féministe avec ton art? Et est-ce que tu as l'impression que les deux se répondent un peu? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment très lié. Tu vois, je me sentirais pas d'écrire sans ça. Enfin, en fait, ça fait trop partie de moi pour que ce soit occulté. Enfin, à la base, c'est pas très volontaire, mais en même temps, je le laisse transparaître parce que c'est aussi ma manière d'être militante. Enfin, par exemple, moi, j'ai trop du mal à aller en manifestation. Ça m'oppresse, je suis pas bien, genre il y a trop de monde, j'ai peur. Et en plus, je me demande si c'est vraiment efficace, tu vois. Donc j'ai trop du mal à faire ça. Et par contre, j'ai besoin d'autres actes militants. Et en fait, j'ai un genre d'idéal avec les chansons. C'est que pour moi, écrire une chanson, c'est... Alors, ça va paraître super pompeux, mais en fait, tu façonnes un peu le monde par tes actions. Mais quand je dis le monde, tu sais, ça paraît grand, mais en fait, ça peut être juste ton quartier. Enfin, pour moi, créer quelque chose, ça change un petit peu la donne. Et je veux écrire des chansons dans un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Donc pour moi, écrire des chansons et créer des chansons, c'est construire des choses. Enfin, tu vois, par exemple, je me sentirais pas d'écrire une chanson engagée négative.
Ok. Où c'est genre, Ouais. il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, nanana, de dénoncer. Il y a des artistes qui le font trop bien, mais moi, j'arrive pas à dénoncer. C'est pas du tout ma manière de faire. Moi, j'ai besoin de proposer des choses pour qu'on soit mieux, tu vois. Mhm. Et je suis plus trop d'accord avec certains trucs. Par exemple, je suis devenue un peu plus misandre que quand j'ai écrit Amazon. Ouais. Donc, il y a une partie du texte que je chante plus Mhm. quand je la chante en concert. Mais c'est pas grave. C'est aussi la vie des chansons et de ma vie d'interprète, tu vois, qui évolue. Mais en gros, c'est ça, genre, j'essaye de me dire dans quel monde j'ai envie de vivre. Et mes chansons, j'ai l'impression que c'est un petit peu des mini-mondes où, en gros, ce serait un peu idéal, tu vois. Ouais, carrément. Bon, sauf quand c'est des chansons un peu deep, un peu dark et tout, parce que ça arrive quand même que j'en ai, Mm. mais qui concernent des choses beaucoup plus intimes. Mais quand ça parle de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, tu vois, j'ai envie que ce soit positif et qu'on y trouve de la lumière, parce que sinon, moi, je reste pas en vie, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est un truc que les militants en disent beaucoup, c'est qu'on a on a beaucoup d'œuvres qui dénoncent un potentiel futur dystopique, mais on n'en a pas beaucoup qui dessinent un futur utopique. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant et important de se remettre à, tu sais, à faire des films où on peut dessiner un autre monde plutôt que la fin de l'État capitaliste qui finit comme 1984, tu vois, genre, je sais pas Ouais, comment ça me dire. parle beaucoup ce que tu dis. Parce que, enfin, moi, en tant qu'être humain, j'en ai besoin et j'arrive pas à aller voir des concerts ou à écouter des disques où c'est que de la dénonciation. Moi, j'ai pas le moral sinon. C'est pas possible, tu vois. Et j'ai l'impression que ma petite mission aujourd'hui et à mon humble place, tu vois, ce serait plutôt d'essayer d'aller vers de la lumière et quelque chose de positif parce qu'en fait, j'ai l'impression que sinon, on va pas survivre, quoi. Enfin, de toute façon, Mhm. personne va survivre. Mais pour être positive, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut... Oui, c'est une émotion plus difficile à aller chercher. C'est sûr que je trouve que c'est plus facile de prendre... Enfin, pour moi, ce serait plus simple de prendre un papier et de faire une chanson triste. Ouais. Mais en fait, ça me... Même après en concert, tu vois, au début de ma vie de chanteuse, j'avais quand même pas mal de choses plus dark et tout. Et en fait, je me suis rendu compte même de l'impact que ça avait sur moi en sortant de scène où en fait, t'es pas bien, quoi. Enfin, moi, j'étais pas Ah bien. ouais, carrément. Ça, c'est Donc, un truc. c'est pas possible. Enfin, tu sais, ça a pas été aussi clair que ça dans mon esprit. Je l'analyse maintenant avec un peu de recul, mais tu sais, tu te dis, bon, là, on n'est pas venu ici pour souffrir, tu vois. Genre, Ouais, grave. Ouais, carrément. Et puis, en plus, peut-être que ça peut donner un peu d'endurance dans un monde où on en parlait tout à l'heure quand t'es arrivé, mais où bah, c'est pas facile d'être artiste aujourd'hui. On est dans un contexte politique qui fait peur, et du coup, se donner un peu de force et d'espoir et de bonne humeur, ça peut faire du bien c'est aussi. clair, et je pense que c'est valable aussi avec la politique, tu vois, de oui, on voit beaucoup ce qui nous scandalise et ce qui nous fait peur, mais en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on aille plus se concentrer vers des gens qui politiquement, justement, proposent des choses novatrices et qui nous ressemblent et qui nous font du bien, en fait, et qu'on trouve positives, et des initiatives, et parfois c'est des initiatives ultra locales, tu vois, Mhm. et en fait qui font vachement plus de bien que d'angoisse. Et je pense que pour la musique, c'est pareil. Enfin, après, il y a plein de gens qui ont besoin de choses hyper cathartiques, mais c'est pas mon cas, tu vois. Je suis un peu trop utopiste ou je sais pas. Enfin, Mhm. en tout cas, j'ai besoin de positivité, de soleil, quoi. Genre, je Ouais. peux pas. Sinon, je pense que j'ai un caractère où sinon, je serais en dep tout le Ouais, temps. carrément. Est-ce qu'il y a des... Bah, ça, je ne l'ai pas écrit dans les questions, mais est-ce que du coup, il y a des artistes ou des gens autour de toi qui te font ressentir ça? Des choses bien que tu voudrais qu'on aille voir? Ouais. Ouais, carrément. Il y a, bah, notamment, je partage souvent la scène avec Fanny Boulan, qui est batteuse et qui m'accompagne sur scène et qui a un groupe de
Chanson en français, mais c'est pas de la chanson, c'est du post-punk. Ok. C'est pas du tout un style que j'écoute moi, tu vois. Enfin, je suis vraiment la meuf la moins rock qui existe. Mais du fait de connaître Fanny et Sabrina de Irnini Mons, donc le groupe s'appelle Irnini Mons, et en fait, je trouve qu'ils proposent quelque chose d'assez positif et solaire qui me plaît, tu vois. Il y a beaucoup d'espièglerie dans leur musique, de dérision, il y a beaucoup de joie, je trouve, et ça me fait trop du bien. C'est quand même des gens très politisés, enfin voilà, hein, qui n'ont pas peur d'avoir des positions. Notamment dans une chanson qui s'appelle Ellis Police, qui parle d'un enfant qui dit qu'il a envie de devenir policier, et du coup ils essayent de le convaincre que c'est peut-être pas la meilleure idée, tu vois. Mais tout ça avec beaucoup de légèreté. En fait, c'est des gens qui ont beaucoup de légèreté et de joie, je trouve, dans leur manière de faire de la musique, et ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Vraiment, et beaucoup de liberté, et du coup d'échanger avec ces personnes-là sur des musiques vers lesquelles moi j'irais pas forcément, tu vois, ça me fait du bien. Après, il y a des artistes plus connus aussi, tu vois, genre Philippe Catherine, moi il me fait grave du bien. C'est pareil, en fait, j'aime beaucoup la dérision et la légèreté, qui n'empêche pas du tout de parler de choses profondes aussi parfois. Ouais. Et ça, j'adore. J'aime beaucoup Jacques aussi dans ce délire-là. Bonnie Banane. Elle me fait du bien aussi. C'est pareil, tu vois, je trouve qu'elle arrive à parler de trucs hyper importants, comme par exemple le consentement, ou plein de choses qui pourraient être lourdes, mais en fait, elle le fait avec sa fraîcheur et sa légèreté, et un peu d'insolence, tu vois, que j'adore. Et j'en oublie sans doute plein, hein, mais... Mais ouais, il y a plein d'artistes qui sont solaires quand même. Je les mettrai en description si vous les cherchez. Ah, trop bien. Bah oui. Moi, je voulais un peu parler de ton rapport aux réseaux sociaux. Ça va regrouper ce que j'avais marqué ensuite. Voilà, tu es très active sur les réseaux. Moi, je suis toujours impressionnée de voir la qualité et la quantité de tes vidéos. Oh, waouh. Bah, c'est vrai, il y en a beaucoup, et elles sont toutes agréables à regarder, travailler, et agréables à écouter, bien sûr. Est-ce que c'est compliqué, d'après toi, de se démarquer sur les réseaux en tant qu'artiste en 2025, maintenant ? Et est-ce que les réseaux sociaux, c'est une partie importante de ton travail ou pas ? Oui, c'est quand même une partie importante, mais j'ai du mal à être super constante. Je me suis tapé une énorme déterre avec la sortie de mon dernier EP. Je me suis même fait aider, tu vois, d'un community manager, de quelqu'un qui travaille dans la musique, en fait, qui est même lui-même musicien et compositeur, et qui a beaucoup geeké les réseaux sociaux, leur fonctionnement et tout ça. Et moi, je me sentais pas du tout de gérer ça toute seule. Donc, j'ai travaillé avec ce gars formidable qui s'appelle Marc Chaperon, et qui a aidé des artistes, notamment Léman, qui a grave percé grâce à leur travail commun, tu vois. Et Marco, il m'a proposé, en fait, de répondre un peu à des formats. Lui, il a analysé plein de formats qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, et il m'a proposé de les faire. Donc, il y a plein de vidéos que j'ai tournées avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs assez léchés, tu vois, parce que ça vient aussi de son matos à lui. Et puis, de recommandations qu'il m'a faites pour les vidéos que j'ai tournées seule. Mais effectivement, je me suis mis une grosse déterre avec la sortie de mes singles et de mon EP. Je suis en pleine réflexion aujourd'hui, pour être totalement transparente, parce que justement, je me suis prêtée à l'exercice du format, et j'avais la hantise de m'auto-saboter sur cette sortie et de pas assez communiquer. Donc, je me suis dit, je vais faire confiance en l'expertise de mon ami et collaborateur, et essayer ce qu'il me propose. Et j'en ai été ravie. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que ça me ressemble pas totalement, que justement ces formats-là, ça m'a pas rendue complètement à l'aise. Enfin, en tout cas, c'était du taf, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aborder les réseaux sociaux de manière beaucoup plus spontanée. Mais ce qui est pas évident, parce que j'ai ce rapport-là sur scène à la tchatch, et je dis tout ce qui me passe par la tête sur scène. C'est des fois n'importe quoi, tu vois, mais c'est pas grave, j'assume totalement, et je pense que ça plaît aux gens qui me suivent pendant les concerts. Et j'aimerais bien retrouver ça sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu pour moi le même taf que scène, studio avec la voix,
ou en studio, tu sais, d'un coup, je comprends pas. Je suis là, mais je vais pas chanter pour un mur, ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Et là, c'est pareil sur les réseaux sociaux, tu te retrouves toute seule avec ton tel et t'es là, mais Ça ça... manque d'humanité, quoi. Ouais, tu sais, t'es là, mais je parle à qui? Enfin, ça n'a aucun sens et tout. Et j'aimerais bien trouver un peu plus de spontanéité dans ce truc d'allumer ma caméra et de dire une bêtise ou d'annoncer un concert, mais très simplement, tu vois, et avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité. Et j'aimerais bien être plus sincère, tu vois, et moins, par exemple, là, tu vois, je me suis mis des déterres à me dire, ouais, mais faut que je sois fière de mes vidéos, machin, donc je me surmaquille à chaque fois et tout. Et j'ai plus envie de ça aujourd'hui. Enfin, je suis très fière d'avoir tenu ce rythme de vidéos pendant mes sorties et tout. Et là, il faudrait même que, tu vois, je m'y remette pour continuer de défendre mon disque. Mais si je suis totalement transparente, c'est vrai que j'aimerais bien trouver une forme un peu plus détendue et naturelle, quoi. Ouais, toujours à la quête d'authenticité, de trouver quelque chose qui te ressemble vraiment. Ouais, c'est ça, mais c'est pas simple. Parce Ouais. que en plus, c'est dans une démarche très... parler de soi, se vendre, enfin, c'est quand mais je même... comprends de ouf, ouais. c'est particulier, quoi. Et puis plaire aux algorithmes et plaire à... C'est ça. Voilà. Par exemple, tu vois, j'espère qu'il m'en voudra pas de dévoiler un secret, mais moi, j'avais préparé à la demande aussi de mes partenaires, tu vois, des petits teasers de quand j'ai un titre qui sort avec une petite vidéo, un petit réel de 10-15 secondes avec le son et soit un bout de clip ou du visuel et dire tel single est disponible, machin. Et Marco, il me disait, mais en fait, l'algorithme, il va pas aimer et les gens non plus. Il faut que tu fasses une intro de 2 secondes avec ta tête normale de tous les jours et avec un petit effet de transition. Et après, tu mets ton annonce Ouais. et ton truc un peu, ton contenu un peu léché parce que sinon, ça fait pas assez... Enfin, en fait, on n'a pas accès à toi et du coup, ça plaît pas ni à l'algorithme ni aux gens. Donc, il faut montrer sa gueule, en fait, en permanence. Et effectivement, tu vois, les réels que j'ai fait avec ce format-là, ils fonctionnent beaucoup mieux que juste l'annonce avec écrit tel single enfin disponible ou je sais pas quoi. Avec une petite intro un peu plus humaine, tu vois. Mais c'est rassurant aussi. Enfin, ça marche mieux. Mais faut se taper la déterre de se mettre face cam et de montrer sa gueule et nan. Et ça, c'est pas forcément évident, quoi. Surtout quand tu te mets une pression de ouf et que tu te dis, mais attends, si je suis pas surmaquillée, je vais pas m'assumer, machin. Donc j'essaye de déconstruire ça, tu vois, et de me dire, de me détendre et de me dire, oui, il y a des contenus où je suis ultra maquillée et j'aime ça, parce que j'adore le maquillage. Et il y a des contenus où, en fait, je suis en pyjama et puis c'est pas grave. Mais pour l'instant, j'ai pas fait les contenus en pyjama. Pas trop. Ouais, bah ça, c'est pas facile, hein, ça fait peur. Ouais, mais en même temps, c'est ce que j'aime, moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, carrément. C'est du naturel aussi. Donc, faudrait que j'y arrive. Ouais, on se rend pas compte à quel point c'est dur de casser ça. Hein, mais... Ouais. Et justement, en story, souvent, tu partages aussi le fait que sur les réseaux, il y a le côté insulte, notamment grossophobe, que tu reçois en ligne. Et tu nous donnes souvent ton ressenti face à ça et quel impact ça a sur ton moral, ton taf, plein de choses. C'est des questions aussi que tu as beaucoup abordées, que tu as abordées dans tes chansons. Quel impact ça a aujourd'hui sur toi, ton travail? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport à ça? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que j'ai eu une vague de messages grossophobes, de commentaires. On va pas se mentir, j'ai pas une audience de ma boule, donc c'est des dizaines de commentaires. Et je me dis, il y a des gens très exposés qui reçoivent des centaines, voire des milliers de commentaires. Et je me disais, mais comment font ces personnes, en fait? Genre, tu sais, je me disais, mais moi, j'en reçois des dizaines et je suis à terre. Donc, comment font les gens qui en reçoivent des centaines ou des milliers, quoi? Enfin, c'est un délire. Et effectivement, ça m'a atteinte et du coup, je l'ai partagé un peu en story parce que je trouve que aussi la grossophobie, c'est... Enfin, je trouve, non, c'est avéré, la grossophobie, c'est un peu l'oublié des luttes, tu vois. Enfin, on commence à peine à en parler et tout. Et même dans les milieux militants, c'est encore quelque chose d'assez original, dont on parle assez peu.
Pour être militante féministe intersectionnelle, tu vois, la grosseur, c'est vraiment quelque chose encore qui est assez méconnu de plein de militants, militantes, même intersectionnelles, tu vois. Et effectivement, enfin, ça m'a un peu pourri mon après sortie de disque. Ah ouais? Ouais, ça m'a quand même bien miné, tu vois. J'étais là, waouh, je veux plus jamais poster sur les réseaux sociaux, je veux plus jamais sortir de la musique. Donc là, tu parles de fin 2020. Ouais. Et en fait, ça s'est très vite balayé, tu vois, parce que il faut sortir de soi et il faut faire les choses aussi pour plus grand que soi. Et depuis quelques mois, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Le Gros Projet et qui est un collectif de personnes grosses et qui m'aide énormément à juste exister en tant que personne grosse. Et en fait, je me suis dit on n'a pas encore assez de représentation, on n'est pas encore assez sensibilisé et qu'il y aura toujours des gens pour nous insulter. Et puis, je fais des ateliers dans les écoles parfois ou les collèges. Et puis, il y a un lundi où j'avais un atelier avec des CM2 et ils m'ont dit « Melba, on est allé voir tes vidéos sur YouTube, sur machin, nanana. » Et je me suis dit « Ah, mais en fait, si ça se trouve, les gens qui m'ont insulté, c'est des enfants. » Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je crois que les haters, la plupart du temps, c'est des gens assez jeunes. Enfin... En tout cas, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais tu ne sais pas qui sont ces gens qui clairement jugent ton corps et qui t'es par rapport à ton corps. Et potentiellement, c'est des CM2, en fait. Et là, ça te fait vraiment relativiser. Tu te dis, mais waouh. Si on était dans la vraie vie, tu vois, Tu les croises dans la rue, tu te dis... Ouais, enfin, tu sais, c'est genre... Ou un vieux man derrière son ordi. Enfin, tu sais, t'es là, mais en fait... La vérité, on sait vraiment pas qui y a sur Internet et qui dit quoi. Et on devrait s'en foutre, tu vois. Et c'est trop dur de pas s'en foutre. C'est trop dur de s'en foutre. Mais en fait, ça m'a fait grave relativiser que les enfants, ils me disent ça, tu sais, genre... ouais, on a vu tes vidéos, machin... J'étais là, bah, s'ils les ont vus, potentiellement, ils ont pu les commenter. Et en fait, ça se trouve, c'est des jeunes gens de 10 ans qui me disent que je suis dégueulasse, tu vois. Mais, enfin, du coup, qui n'ont aucune idée de l'impact aussi que ça peut avoir. Enfin, tu sais, genre, quand t'es jeune aussi, tu fais grave des conneries. Enfin, tu vois, genre... mais peu importe l'âge des gens, mais je sais pas, ça m'a fait relativiser. En vrai, je me suis dit, waouh. J'aimerais bien qu'il y ait la fin de l'anonymat sur Internet. Ça solutionnerait plein de trucs, je pense. Mais c'est vrai que ce truc de... Et puis, je suis pas au bout de mes peines, hein, je pense, parce que je viens de tourner un clip sur la chanson qui est déjà sortie, qui est le titre éponyme de mon EP qui s'appelle « Trop belle pour toi ». Où, ironiquement, je dis à quelqu'un que je suis trop belle pour et lui. Mais... Et en fait, tu sais, c'est une chanson pleine de dérision, quoi. Mais quand j'en ai fait la promotion à la sortie du disque, les gens la prennent très premier degré. Et à la fois, il y a un côté premier degré d'empouvoirment, tu vois. Mais à la fois, si t'écoutes les couplets, je suis pas dupe sur comment je suis perçue dans la société. Et j'ai commencé à tourner le clip de cette chanson dans une tenue très moulante. Donc, où on voit bien tout mon gras. Et je pense que je suis pas au bout de mes peines. Ouais, tu t'attends à ce qu'il y ait encore des commentaires là-dessus. Ouais. Et en même temps, tu vois, ça m'a re-questionnée. Je me suis dit, bah, en fait, je fais de la musique aussi pour ça. Parce que, non, ça m'empêchera pas de faire de la musique et ça m'empêchera pas de faire de la musique plus ou moins engagée. Parce qu'en fait, là, c'est moi qui essuie les plâtres. Mais encore une fois, j'espère que même si j'ai pas une audience de ma boule, j'espère que c'est plus grand que moi et que, tu vois, ça va... Bah, c'est sûr. Que ça va toucher d'autres personnes et que ça va aider d'autres personnes. Et d'ailleurs, il y avait 2 personnes du gros projet avec moi sur le tournage. Et ça m'a trop aidée, tu vois. On s'est rappelé que, en fait, d'exister et de se montrer en tant que personne grosse, en fait, ça allait faire du bien à toutes les personnes grosses. Du coup, à partir de là, t'es là, oui, donc peut-être
que je peux me mettre au service de ça et c'est même plus simple de se mettre au service de ça que au service de sa personne. Ouais, grave. Ah ouais, de ouf, je comprends de ouf ça. Mais en plus, c'est rigolo parce que depuis tout à l'heure, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi, tu dis un peu. Souvent. Ah ouais, c'est Et moi aussi, possible, je le fais de ouf et je me dis, il faut pas qu'on minimise l'impact qu'on a. Et je pense que, tu vois, on voit c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur les réseaux, on voit beaucoup les gens qui ont des impacts hyper négatifs sur la société, sur l'environnement, tout ce que tu veux. Et en fait, je trouve ça trop beau d'avoir des gens qui ont un impact positif sur plein de questions féministes, la grossophobe aussi. Et en fait, je trouve ça cool de dire, j'essaye de faire de l'art qui est juste moi, mais qui aussi peut parler à d'autres gens. C'est beau et c'est chouette et bravo pour ça. Enfin, je trouve ça trop cool. En tout cas, j'essaye et voilà, si ça a un impact positif sur des gens, c'est tant mieux quoi, parce que c'est dur quand même. Enfin, je sais pas, cette vie est dure et pour autant, voilà, la plupart d'entre nous qui écoutent ce podcast ont sans doute un logement, ont sans doute un travail. Enfin, tu vois. Et je pense que il faut qu'on conscientise aussi tout ça, mais en même temps, on va pas hiérarchiser les problèmes et tout. Tu vois, a priori, la vie est quand même costaud pour tout le monde. Tu vois, je connais personne qui a une vie paisible, genre. Ouais, carrément. Vraiment pas. Genre, je suis incapable de te citer quelqu'un où je me dis ah ouais, tranquille. Ouais. Genre non. Enfin, autour de moi, en tout cas, tu vois. Donc je me dis en fait, on est toutes et tous confrontés à plein de trucs qui sont durs. Donc faut qu'on essaye de se créer un peu aussi du doux et des safe places, quoi. Grave. Du coup, vous pouvez trouver le gros projet aussi sur les réseaux, je crois. Et vous avez fait, par exemple, le gros festival récemment. Ouais. Tu peux nous dire un peu... Ouais, bien sûr. Le gros festival, c'était... je sais plus si c'était 3 ou 4 jours. Ouais. Mais en tout cas, c'est un festival qui a eu lieu au Café Rosa, qui est notre lieu de prédilection, quoi, notre foyer. Parce qu'en fait, ce collectif, il est né d'un groupe de parole. Et puis voilà, maintenant, ça s'étend un peu à d'autres choses et d'autres propositions. Et durant ce festival, il y a eu plein de choses. Il y a eu une expo photo. Donc, il y a eu une grosse expo avec des photos d'une artiste qui s'appelle Sophie Drevon et qui a été fait avec les membres du groupe projet. Donc, c'est plein de photos de plein de personnes grosses qui sont vraiment trop cool et qui sont à vendre, d'ailleurs. Okay. Il y en a certaines qui ont été vendues pendant le festival. Il y a eu aussi un gros market avec, en gros, c'était un marché de créateurs RIS, gros et grosse. Donc c'était super, j'ai claqué toute ma thune. C'est toujours Mais comme ça. J'ai trouvé plein de cadeaux de Noël et ça, c'était trop stylé. Il y avait des artistes comme Tessie Savary, Serge Huguenin, vraiment des gens incres. Rémi aussi, je sais plus son nom complet d'artiste, mais bref, je pense qu'il y a toutes les refs sur l'Insta du gros projet. Il y a eu des tables rondes aussi, des discussions. Il y a eu un vide dressing parce que aujourd'hui et hier et sans doute demain, c'est super dur de trouver des habits grande taille, notamment des habits de seconde main, parce que par exemple, il y a plein de gens très bien intentionnés, qui font de l'upcycling de pièces grande taille pour en faire des pièces de taille plus normée. Genre, tu prends une immense chemise et puis t'en fais un short et un t-shirt. Ouais. Ce qui est très stylé, hein, mais du coup, nous, on s'habille avec quoi? Ouais, carrément. Donc, c'est un peu chaud. Donc, il y a eu un vide dressing et puis j'ai eu la chance de faire un concert et de jouer au Café Rosa dans ma formule solo, qui est une formule hyper intimiste parce que sinon, je joue en trio et ça prend de la place et ça coûte cher. Mais là, du coup, je suis venue juste avec mon clavier et j'ai fait des chansons dans leur plus simple appareil. Trop bien. Merci pour tout ça. Et je pense qu'on peut passer à tes actualités. Oui. Est-ce que tu peux du coup nous
nous parler et nous représenter Trop belle pour toi, enfin l'EP, le Ouais. nouvel EP. Trop belle pour toi, c'est un EP que j'ai enregistré avec un artiste qui s'appelle Delair. C'est un artiste que j'ai rencontré à Montréal. J'aime bien le dire parce que je trouve ça un peu sexy. On s'est rencontrés à Montréal alors qu'il habite à Clermont-Ferrand. Et ça, c'est incroyable. Et en fait, j'ai vraiment trouvé mon binôme artistique avec Delair. Enfin, c'est vraiment... Je suis trop heureuse quoi de cette collab parce qu'il a vraiment compris ce que je voulais faire. Il a compris les sons que je voulais et c'était pas une mince affaire. J'ai essayé avec plein d'autres gens avant lui. C'était vraiment une quête, une grande quête artistique de trouver une personne avec qui j'allais m'entendre humainement parce qu'en fait on passe beaucoup de temps quand on fait un disque. Et puis bah c'est très intime, c'est très... Ça peut être quand même assez vertigineux. Enfin, on parle de ses émotions profondes. Enfin, je sais pas, c'est quand même très introspectif et tout. Donc, si t'es avec quelqu'un avec qui tu te sens pas à l'aise, c'est quand même pas dingue. Et pour le coup, on a bien connecté avec Delair. Et surtout, il a vraiment capté ce que je voulais faire parce que moi, je suis musicienne, mais j'ai pas encore tous les skills que je veux avoir en MAO notamment. Donc, la MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Et c'est quelque chose dont on se sert beaucoup pour produire un disque. Un disque qui mélange l'électro et la musique acoustique. Donc moi j'ai pas tous les skills et tout et je suis pas productrice de musique comme il peut l'être lui. Et donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide, tu vois, et qui est un peu qui sait faire tous les gestes techniques. Enfin, tu vois, des fois c'est absurde. Je lui dis mais là c'est pas assez bois, c'est pas assez rouge, et puis le mec me fait et il comprend, tu vois. C'est une rencontre absurde. Enfin, en fait, c'est des connexions et des osmoses un peu artistiques qui sont un peu mystérieuses parce que c'est trop bizarre. Des fois, moi, j'ai pas le vocabulaire du tout, tu vois, technique. Et je lui parle en texture, en couleur, et c'est trop bien parce que, en fait, le mec, déjà, se moque pas de moi. Ça, c'est très important. Et en plus, il essaye et la plupart du temps, il a capté. Donc ça, c'est dingue. Et je suis arrivée avec une liste de sons, d'instruments que j'aimais bien, de rêves, enfin, franchement, au fur et à mesure du temps et à force de pas trouver et de pas me faire comprendre sur ce que je voulais artistiquement, j'ai développé un genre de brief tellement précis de choses, tu vois, et de sons. Et en fait, Delair, il a trop compris. Et ça, c'est trop bien. Et on a fait ce disque ensemble et j'en suis trop fière. Voilà, c'est aussi un disque qui a été produit par des amis qui s'appellent MPL, qui ont un groupe qui marche pas mal et qui m'ont proposé de produire ce disque. Donc ça veut juste dire que c'est eux qui ont mis la thune et je suis très reconnaissante. Et c'est trop bien d'ailleurs. Ça aussi, c'est assez fou, tu vois, au final faire un disque avec des amis. À la base de l'air, c'était pas mon ami, mais c'est devenu quelqu'un de très important pour moi. Parce qu'en fait, on partage des trucs tellement intenses, tu vois, que au final, quand il y a une vraie connexion, bah, les gens, ça devient des amis proches, quoi. Et ça, c'est trop stylé. Et c'est pareil, le fait que ce soit MPL qui produise mon disque, symboliquement, c'est incroyable. Enfin, tu sais, pour moi, c'est une histoire, quoi. C'est genre une histoire dans ma propre vie. Je suis là, mais waouh, si j'avais dit ça à mon moi d'il y a quelques années, tu vois, j'aurais halluciné, quoi. Et en plus, c'est des carrières tellement difficiles que pour moi, l'entourage, ça fait tout. Enfin, tu sais, d'être dans un environnement sain qui te fait du bien, ça change tout. Ouais, et puis en plus, ça a pris vraiment du temps pour moi, tu vois, parce que y a plein de situations ou de collaborations où je me suis vraiment pas bien sentie, où voilà, je me suis beaucoup oubliée, où j'ai pas réussi à défendre mes idées, tu vois. Et là, de travailler avec des gens à qui tu dis si, je sais où je vais, je veux faire ça, et qui te disent ok, stylé, fais-le, ou on va t'aider à le faire, c'est incroyable. C'est inouï, tu vois. Et de l'air, c'est ça, c'est genre
En fait, il est grave au service de mes idées et ça me fait trop du bien. Aussi parce que c'est quelqu'un qui n'est pas frustré et qui fait sa propre musique. Donc je pense que tu vois, enfin, il est là, oui, bah, on teste ce que tu veux, c'était ton nom et ta musique, tu vois. Et ça m'a fait trop du bien parce que bah, des fois, j'ai été face à des gens qui refusaient même de tester mes idées. Donc ça, c'est chaud. Ouais. Enfin, puis tu sais, t'es là, mais attends, je peux admettre que mon idée est pas bonne si jamais je peux l'entendre, en fait. Ouais. Mais tant que concrètement, elle n'existera pas, je pourrais pas me prononcer, tu vois. Ouais, et puis c'est un peu, ça regroupe ce qu'on disait sur la recherche de comment être soi-même. Tu peux pas être toi-même avec des gens qui te laissent pas l'espace de l'être aussi, je trouve. Exactement. Et quand t'as l'espace, c'est un truc où tu te sens bien, c'est là où tu peux commencer à dire qui t'es et pourquoi et défendre tes trucs, quoi. C'est ça, et ça prend beaucoup d'estime de soi et d'estime de la part des autres aussi pour avoir cet espace-là, se sentir légitime. Après, j'ai la chance aussi d'avoir un manager qui m'aide beaucoup dans cet aspect-là, tu vois, avec qui je suis à l'aise de partir en résidence d'écriture et qui m'encourage dans ce sens-là de plus en plus, tu vois, à me dire, mais on s'en fout, tu fais ce que tu veux artistiquement. Fais péter tes propres murs, enfin, sois toi-même, c'est ça qui marche le mieux en fait. Enfin, même si on parle d'un point de vue très business et très pragmatique, en fait, quelque chose qui est sincère, il se vendra mieux. Mhm. Donc, stratégiquement, il vaut mieux essayer d'aller chercher l'essence et les trucs à l'os que de s'enrober dans des fantasmes de choses qu'on n'est pas et tout. Après, bah, ça demande un lâcher prise et un. Enfin, on se jette dans le vide quand même, tu vois. Donc c'est ça qui est dur aussi et on se confronte à des choses plus tendues parce que d'un coup, t'as moins de distance quand c'est 100% sincère et tout. Ouais, grave. Mais en même temps, c'est que de la musique, quoi. Enfin, je veux dire, j'ouvre le cœur de personne sur une table d'opération, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est tout aussi important différemment. Parce que le chirurgien qui ouvre des cœurs, le soir, s'il a pas des musiques à écouter, je pense qu'il continue pas à faire bien son travail. Mais ça, c'est vrai. Non, mais bien sûr, je remets pas en question l'utilité de l'artistique, ça te tu permet vois. de dédramatiser un peu. C'est ça. Je remets pas du tout en question l'utilité de l'artistique dans la vie des gens, mais par contre, nous, faut qu'on se détende un peu, genre. Et puis, enfin, ça aussi, c'est Melchior, mon manager, qui le dit très bien des fois. Tu vois, c'est genre. On ne joue pas sa carrière sur un concert, on ne joue pas sa carrière sur une chanson, c'est pas vrai quoi. Si tu te plantes sur un truc, tu vas pas mourir et ça va pas, on va pas t'enterrer, tu vois. Et c'est très vrai et ça empêche de faire beaucoup de choses en fait, d'avoir peur et de se dire ça. Et du coup de travailler avec des gens qui ont pas peur et qui t'encouragent à te jeter à l'eau, en fait, ça fait trop du bien quoi. Ouais, carrément. Donc, thank you à tous ces gens. Bah, grave. Ouais, bah justement, c'est une des questions que je voulais te poser, c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu es accompagnée par BAM Productions, aussi encore un peu à tout bout de champ, mais différemment. Et tu as aussi une équipe qui te suit sur tous tes clips, c'est ça, je crois? Enfin, je sais pas si c'est toujours la même équipe, mais je crois que c'est ta réalisatrice qui est toujours la même. Exactement. C'est vrai qu'autour de moi, donc il y a Melchior, mon manager, BAM, qui est mon tourneur, donc c'est eux qui organisent mes tournées, quoi, enfin mes spectacles, qui les vendent et puis qui organisent les dates. Il y a aussi Roy Music, qui est mon éditeur. Donc le label de mon dernier disque, c'est l'Amiral, c'est la boîte de MPL. À tout bout de champ, ça reste un partenaire indéniable. J'ai même enregistré un disque là chez eux, chez elle d'ailleurs. J'ai décidé de réenregistrer mes chansons de Trop belle pour toi en acoustique et j'adore le piano d'À tout bout de champ. J'adore ce lieu, je me sens ultra safe là-bas, donc j'ai décidé d'enregistrer en live et en acoustique mes titres. J'espère que ça va sortir, a priori oui, parce qu'en plus je suis contente de l'enregistrement, ce qui est quand même assez dingue. Mais ça devrait sortir dans l'année. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce qu'avec À tout bout de champ, c'est une histoire qui persiste. Et c'est toujours un de mes partenaires, du coup. Tu vois, même si on n'a pas de contrat entre nous et qu'il n'y a rien de signé, c'est un partenaire indéniable, quoi. C'est un lieu où je peux aller répéter, où je peux aller écrire, où je peux aller enregistrer, où je peux faire des concerts. Enfin, c'est vraiment un foyer.
Et de quoi on parlait? De toute l'équipe qui t'entoure, ouais. Exact. Donc, Il y a aussi mon équipe live qui est ultra solide pour moi, Oui. qui est ultra importante. Du coup, j'ai Corentin au clavier, Fanny à la drum, Sacha au son, bientôt Annabelle à la lumière. Parfois, Fanny se fait remplacer par un mec qui s'appelle Thomas, qui est formidable aussi. Et d'avoir cette équipe live hyper joyeuse, hyper... Enfin, on rit tout le temps. Franchement, il n'y a pas une date où je me prends pas un fou rire avec eux. Mhm. On pleure de rire, quoi. Même des fois, je dois me concentrer avant de monter sur scène parce qu'on rigole trop. Et des fois, j'ose pas les regarder sur scène parce que sinon, je sais que ça va partir en fou rire. Genre, à notre dernier concert, j'ai dû dire aux gens, peut-être je les ai pas beaucoup regardés pendant le concert, mais sachez que je les aime bien. Hein. Je les aime très fort et que c'est parce que j'ai peur qu'on rigole, en fait. Ouais. Genre, c'est très drôle. Et en fait, ouais, pour les clips, et en fait, pour plus large que ça, il y a une personne ultra importante qui est ultra importante aussi dans mon introspection artistique dont je parlais tout à l'heure pendant le confinement et après. En fait, c'est une artiste plasticienne, metteur en scène et quoi d'autre, comédienne, qui s'appelle Emily Evans. Et en fait, c'est une personne avec qui j'étais au lycée. Et on se côtoyait vite fait. Enfin, on n'était pas amis, tu vois, mais on se connaissait, machin. Et en fait, on s'est envoyé des messages pendant le confinement. Genre, je suis ton travail, je kiffe, bravo pour ta vie, ton œuvre, quoi. Et bah, réciproquement. Et on s'est dit, bah, ça pourrait être cool de trouver un moyen de travailler ensemble. Et je lui ai dit, bah, moi, j'ai une idée très précise. C'est que ça n'existe pas du tout à mon niveau de développement. Vraiment pas. Mais je me trouve un peu nullos pour tout ce qui est visuel. Et elle, avec son regard de plasticienne et de metteur en scène, tu vois, je me disais, il y a un truc à jouer où en fait, je pense qu'elle peut m'aider sur mon identité visuelle. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui et on est parti sur une relation qui n'existe pas trop dans le milieu des musiques actuelles de mon niveau de développement. Tu vois, ça se peut que Angèle, elle est quelqu'un qui soit l'équivalent d'Émilie, mais genre, je connais personne qui a dans son entourage l'équivalent d'Émilie pour moi, à mon niveau de développement. Donc, Émilie, elle gère toute la DA visuelle de mon travail avec moi. Donc, ça va des photos, de pochettes de disques, par exemple, et de singles, au stylisme, en passant par la future scénographie de mon spectacle, le stylisme de mon spectacle, la mise en scène de mon spectacle, la mise en scène des clips, la réalisation des clips, le montage des clips. Enfin, elle est vraiment... C'est vraiment un personnage, tu sais, qui est très important dans ma vie artistique aujourd'hui et qui m'a même aidée, en fait, à apercevoir un peu plus qui j'étais artistiquement, même musicalement. Parce qu'en fait, de parler d'images et de faire 1000 Pinterest avec elle, j'ai vachement plus compris qui j'étais. Aussi parce que je suis quelqu'un de très visuel. Bizarrement. Plus qu'auditive dans ma manière de retenir les choses. Et en fait, ça m'a donné vachement plus d'indices et qu'elle me pose 1000 questions sur mon identité et tout. Ça m'a fait beaucoup me rendre compte de plein de choses musicalement. Et ça, c'est trop intéressant, tu vois. Genre, par exemple, elle me dit tout le temps, mais toi, t'es street Moyen-Âge. Et là, en plus, tu vois, il y a un retour en mode ce qui s'appelle du medieval core. Et ça me fait trop rire parce que je suis là, mais nous, ça fait 5 ans qu'on parle de ça, tu vois, du street Moyen-Âge, là. Et en fait, aujourd'hui, c'est à la mode, quoi. C'est hilarant. Mais enfin, on s'en fout. Enfin, c'est pas à prendre en compte, mais ça me fait trop rire, quoi. Et en fait, elle m'a trop aidée à assumer plus. Et je parle de ça au passé, mais en fait, c'est très présent et c'est très dans le turfu aussi, tu vois. Enfin, c'est un processus qui est pas du tout terminé. Mais elle m'aide beaucoup, même en tant qu'interprète, à faire sauter des barrières et tout. Et puis, ça a forcément un impact sur ma manière d'écrire, en fait. Parce que quand tu fais sauter des barrières et tout, après, t'es plus libre aussi dans la création. Enfin, c'est trop intéressant. Donc, effectivement, c'était quand même une personne très, très importante de ma vie artistique aujourd'hui. Et c'est une partenaire de folie, quoi. Ouais. Et je suis très fière des clips qu'on a fait ensemble, qui en plus sont ses premiers clips en tant que réalisatrice. Et elle avait tourné plein de choses, de vidéos et tout, mais pas des clips musicaux. Et franchement,
c'est inouï, quoi. Même, il y a des trucs qu'on a fait très DIY avec très peu de moyens et tout. Là, on vient de tourner le clip de la chanson Trop belle pour toi. Enfin, on est en train de le tourner parce il va falloir qu'on tourne un peu des images dans un autre lieu, mais on a tourné un peu le gros du clip, on va dire, là, la semaine dernière. Et dans un lieu de ouf. Dans un lieu de ouf, parce qu'on a eu accès à l'hôtel de ville de Lyon. Donc, je me suis roulée dans les dorures, quoi. Et ça fait plaisir, parce que c'est les nôtres, en fait. C'est ça, le truc, c'est que... Et qui me tient à cœur, c'est qu'en fait, c'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu très, très stylé et très riche dans tous les sens du terme, mais en fait, il nous appartient à nous, le peuple, la plèbe. La plèbe. Et je suis trop contente d'avoir eu accès à ce lieu qui nous appartient à toutes et tous, tu vois. Toute la journée, j'étais là, oh, tu vois ces dorures et tout, c'est à nous. Ouais, carrément. Mais genre, j'ai eu des élans révolutionnaires un peu, mais bref. Non, mais ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça fait du bien d'avoir... de s'approprier ces lieux-là qu'on pense inaccessibles, en fait. Carrément. Et c'est vraiment, je trouve, c'est un statement politique, tu vois, de dire, en fait, justement, on a fait la révolution et ces lieux-là, ils nous appartiennent aussi. Et oui, il y a des autorisations à avoir parce qu'en fait, on peut pas y faire n'importe quoi et machin. Et on va pas faire une soirée mousse dans l'hôtel de ville, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi je dis ça? Mais j'avoue que la phrase... Non, mais enfin, tu vois, on va pas faire n'importe quoi non plus, justement parce que ça appartient à tout le monde et qu'il faut en prendre soin. Mais par contre, il faut absolument qu'on y ait accès. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, que ce soit un lieu sacré où seuls quelques élus, sans faire de mauvais jeu de mots, ont le droit d'entrer, tu vois. Carrément. Enfin, si des gens du peuple ont des choses à y faire, je trouve ça super que ce soit un lieu qui soit ouvert. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. On nous a ouvert les portes très facilement. Enfin, facilement. Oui, enfin, on a fait le taf, tu vois, et on a discuté avec eux et tout, machin, mais en soi, on nous a jamais fait comprendre qu'on n'était pas à notre place ou quoi, tu vois. Et ça, c'est super précieux. Et en fait, ça, c'est un message que j'aimerais bien faire passer, c'est qu'on a le droit de prendre les dorures, en fait. C'est les nôtres, quoi. Enfin... Rien n'est trop grand pour nous. Et en fait, on vit dans une société qui est pas très ergonomique pour les humains. C'est trop bizarre. Mais c'est des humains qui les ont faites pour d'autres humains. Et tu vois, on doit travailler à ce que ce soit de plus en plus inclusif et de plus en plus ergonomique. Mais en fait, c'est libre à nous de le faire. Faut se remonter les manches et tout, c'est sûr. Mais en fait, au bout d'un moment... c'est à nous de fabriquer ce qu'on veut fabriquer, tu vois. Et si c'est un monde plus inclusif, où on a le droit de rentrer dans les lieux avec grave des dorures et tout, y a pas besoin d'être méga riche, machin, je sais pas quoi, tu vois. Faut juste se remonter les manches, avoir des idées et tout, et péter des portes, en fait. Là, je suis en train de partir en couille. Mais non, mais c'est trop intéressant. Non, mais tu sais, c'est un peu ma ferveur militante qui parle, tu vois, mais... c'est genre, en fait, prenons le pouvoir dans tous les sens du terme, que ce soit pour se considérer soi, quand on fait partie d'une minorité, enfin, tu vois, ou de plusieurs minorités d'ailleurs. En fait, il faut absolument qu'on revendique notre droit d'exister comme on est et qu'on prenne le pouvoir dans les lieux de pouvoir aussi, quoi. Ouais, qu'on prenne de la place et tout, c'est important. Exactement. Donc oui, là, t'es en train de tourner du coup plusieurs clips en ce moment pour ton nouvel EP. Ouais, un seul en réalité. C'est juste qu'on a tourné des images à l'hôtel de ville et qu'il nous faut des images dans un autre décor. Donc on n'a pas encore fixé le jour et tout, mais c'est en cours et j'ai trop hâte que ce clip sorte. Mais du coup, j'ai pas de date parce que enfin voilà, c'est en cours de fabrication. Ça va être ouf, hein. J'espère. Franchement, j'espère. Et puis, c'est un gros statement pour moi, tu vois, genre, d'avoir tourné en combi moulante pendant une journée et d'avoir fait des mouvements et des trucs et tout, de mettre... j'ai vu aucune image, moi. Je me suis fait totalement diriger, tu vois, et en confiance aveugle en Émilie et Enfantin Curté qui a fait les images. Et je me suis dit, vas-y... laisse-les faire leur taf et puis toi, essaye d'interpréter, tu vois. Mais c'était un travail limite d'acting et tout, tu vois. Mais j'ai adoré. Et j'espère que ça va être cool. Après, voilà, il va falloir que je m'assume plus, tu vois. Mais encore une fois, je suis en mode, vas-y,
je fais pour tous les gros et les grosses de la Terre qui osent pas montrer leur ventre. Genre, ça suffit, tu vois. On est comme ça. Et on a le droit d'exister comme ça. Enfin, faut qu'on arrête de nous shame. Carrément. De ouf. Je voulais juste te reposer une question aussi sur ta release party. Ouais. Je voulais savoir comment tu l'avais vécu, parce que perso, du coup, je t'ai vue et ça m'a grave émue parce que je trouvais que t'étais hyper vulnérable dans le bon sens du terme sur scène, que tu montrais vraiment qui t'étais, ta sensibilité, et je trouve ça hyper généreux. Et du coup, je voulais savoir comment toi tu l'as vécu, parce que on a vu que ça t'a pris du temps à sortir cette EP, et je pense que la release party, du coup, tu devais avoir plein d'émotions au même endroit, donc ouais. voilà. Déjà, merci pour tes mots, ça me touche beaucoup. Et oui, c'était un concert très spécial pour moi, et puis je m'étais entourée de plein d'amis que j'avais invités sur scène ou à danser dans la fosse. Mes parents aussi qui ont dansé, tu vois, c'est un peu ouf. Genre, il y avait ma mamie, quoi. Ma mamie, elle a 87 ans, elle est venue dans une salle de concert, j'étais trop touchée. J'étais trop touchée aussi qu'il y ait plein de gens que je connaisse qui viennent, et puis plein de gens que je connais pas personnellement, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es artiste très indé, en fait, t'as surtout tes potes qui viennent te voir en concert, tu vois. Et là, il y avait pas que mes potes. Il y avait aussi d'autres gens. J'étais là, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Mais enfin, genre... Vous êtes pas trompé d'endroit? Ouais, c'est ça, t'es là, mais... vous avez payé un billet pour venir voir mon concert, mais ça va pas, non? Enfin, j'étais trop contente, quoi. Et j'étais trop contente de faire une fête, en fait, pour fêter la sortie de ce disque. Surtout que le disque, il est sorti la veille. Et tu sais, des fois, tu fais une release party 2-3 semaines plus tard, voire même plus que ça. Enfin, là, ma release parisienne, elle est en avril, tu vois. Est-ce qu'on peut appeler ça encore une release? Je sais pas, mais en tout cas, c'était le lendemain de la vraie sortie du disque. Et c'était trop émouvant pour moi. J'avais hyper peur je sais pas, de trop mal gérer la soirée, ou tu vois, de faire nimp, ou j'en sais rien, tu vois, mais oui, c'était super stressant et tout, mais en même temps, j'étais trop heureuse. Après, je me suis tapé un énorme mal de tête toute la journée. C'était horrible. J'ai passé la journée avec un truc à mettre au congèle, là, un masque pour les migraines. C'était hilarant. Enfin, franchement, j'avais une touch. Ouais, c'était le stress et la fatigue. J'étais un peu malade, évidemment, tu vois. C'est un plaisir. Évidemment, tu sais, ça aurait pas pu être autrement, quoi. Enfin, voilà. Mais le concert, il est passé super vite. Super, super vite. Et moi, j'étais trop heureuse. Après, j'ai su que Delers, il a été là et qu'il avait été super ému aussi pendant tout le concert. On en a grave parlé après, tu vois. C'était trop touchant, quoi. Enfin, aussi, il y avait des gens de mon entourage pro qui avaient pas vu le concert depuis un moment, parce qu'on avait été en résidence. En plus, on avait grave bossé entre-temps. Donc, ils ont vu un peu les mises à jour, tu vois. Et ils m'ont fait des super retours. J'étais trop contente. Et puis, j'avais inventé un peu plein de petits trucs, d'événements dans cette soirée pour que ce soit un peu singulier et tout. Donc, j'en étais super heureuse que ça marche. Parce que, tu sais jamais trop, peut-être les gens, ils se décommandent ou j'en sais rien, tu vois. Mais oui, il peut t'arriver des bails techniques absurdes. Enfin, je sais pas. Carrément. Et puis, en plus, on a fini la soirée avec une chanson que j'avais fini d'écrire une semaine avant. Et qui avait beaucoup de sens pour moi parce que c'est une chanson sur l'amitié et qu'en fait, même si de base j'aime pas trop mélanger, au final, de toute façon, c'est comme ça, tu vois, quand tu bosses avec les gens et que ça se passe bien, ça finit par être tes amis et du coup, ça avait trop du sens de chanter cette chanson parce que maintenant, les gens avec qui je travaille et quand ça tient, tu vois, c'est des relations hyper fortes, quoi. Donc, c'était très émouvant. J'ai grave du mal à pleurer, donc j'ai pas pleuré. Mais par contre, j'ai eu envie de vomir. Genre, tu sais, la meuf sait pas gérer ses émotions, faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et genre, à un moment, en plus, dans le lieu, il y avait une autre soirée après notre soirée, donc fallait pas qu'on reste trop longtemps. Et moi, j'aime trop parler avec les gens après le concert et tout. J'avais trop envie de voir les gens que je connais, les gens que j'aime, de voir aussi les gens que je connais pas et de leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous ?» Et en fait, on avait très, très peu de temps, quoi. Et je me suis retrouvée au Merch. Et j'étais là, heureusement, il y a des gens pour m'aider au Merch. Et genre, j'ai été prise à un moment j'ai eu envie de vomir, mais un truc de fou, quoi. Mais parce que ça vient aussi du fait que, voilà, je suis sortie de scène, je suis montée au Merch direct parce que je fais ça tout le temps, tu vois.
Mais là, peut-être que j'aurais gagné à prendre quelques minutes pour me remettre un peu de mes émotions. Mais voilà, c'était une soirée, c'était incroyable, hein. Enfin, moi, j'en garde un souvenir de zinzin. Ah, c'est trop bien. C'était très puissant. Et puis, c'est pareil, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur le travail qui est pas complètement abouti et que tu te dis, ah, mais mince, j'aurais bien aimé que ça se fasse plus tard pour que ça soit plus abouti. Mais en fait, je crois que ça va être ça toute la vie. Ouais, il n'y a jamais de bon moment. C'est ça, parce que là, tu vois, on va avancer sur la scénographie avec Emily Evans, sur le stylisme aussi. Là, par exemple, mes musiciens-musiciennes, ils avaient pas encore du tout leurs vêtements qu'ils vont avoir après. Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Même, je pense que je vais mettre des nouvelles chansons sur scène encore, tu vois, qui vont sortir plus tard. Mais moi, j'aime trop tester les chansons sur scène. Et, et voilà, enfin, j'ai encore plus hâte de la suite et tout. Et c'est vrai que le concert à Paris, on aura fait cette fameuse résidence où on aura mis des nouveaux trucs en place. Notamment, j'ai mis un tambour sur scène. Et je pense qu'on va l'éclairer d'une certaine manière et tout. Enfin, faut qu'on travaille ça, tu vois. Et il y avait pas encore ça sur la release. Mais voilà, ça va avancer et tout. Et j'ai trop hâte d'aller encore plus loin dans l'artistique et tout. Bah ouais. Justement, j'allais te demander, c'est quoi maintenant la suite? C'est quoi tes futurs projets? Donc, améliorer la scéno. Ouais, on va continuer de travailler sur le spectacle. Et je dis spectacle volontairement parce que j'essaye de faire quelque chose qui va un petit peu au-delà du concert. Parce que, bah, tu l'as remarqué, et tous les gens qui... Enfin, j'ai souvent ce retour-là. En fait, il se trouve que je parle beaucoup entre les chansons et que je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et des fois, c'est bien n'importe quoi. Mais ça fait rire les gens. Et moi, ça me fait trop plaisir de faire rire les gens. Donc, tu sais, des fois, c'est un peu à cheval entre le concert et le stand-up, on va dire. Ouais. Et ça me fait plaisir de le cultiver. Donc, C'est ton côté théâtre. ouais, Qui voilà. ressort. Ouais, en même temps, c'est pas un personnage, quoi. Ouais, Donc, ouais. mais voilà, on va bosser, ouais, surtout sur l'aspect esthétique de Céno. Je vais retravailler avec une artiste qui s'appelle Annabelle Chevalier, qui était là sur la release party pour faire les lumières. Mais c'était la première fois et on n'avait pas pu bosser ensemble. Et là, elle va venir avec nous sur une résidence pour travailler un peu plus la lumière. Après, moi, économiquement, je peux pas encore beaucoup vendre mon spectacle avec quelqu'un à la lumière parce que ça coûte plus cher. Mais on va travailler ça et puis on verra aussi où ça va. J'espère que je vendrai grave dans mes concerts et que je pourrai avoir Annabelle avec moi un maximum. Mais voilà, l'idée c'est de peut-être rétro-éclairer ce tambour, enfin faire des choses comme ça. Et puis bah étoffer encore aussi le son beaucoup. Je vais sortir, j'espère, mais normalement c'est bon. Mais j'ai envie de sortir mes chansons en acoustique aussi, en piano-voix. Parce que malgré tout, c'est quand même beaucoup comme ça que je compose. Et voilà. Donc je vais sortir des chansons piano-voix et puis je vais sortir des singles dans l'année 2025. De chansons qui me tiennent fort à cœur, qui sont déjà sur le live. Ça se trouve, ça va changer et je fais du teasing alors que ça va pas être celle-là. Mais moi, j'ai ultra envie de sortir une chanson qui s'appelle Bulldozer et une chanson qui s'appelle Le Diable. Donc j'espère qu'elles vont sortir en 2025. Et puis, je sais pas encore si je fais un EP ou un album derrière. Mais en tout cas, je pense que je referai un disque. Je suis un peu old school à ce niveau-là. Je sais qu'il y a plein d'artistes qui fonctionnent que en single maintenant et qui sortent jamais en physique. Quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien les objets. Moi, je comprends de ouf. Ouais. Donc j'espère que je ferai un disque... soit en 3e EP, soit en premier album, tu vois, mais j'espère que je ferai un disque dans pas trop longtemps. Et bah, ça fait plein de trucs. Ouais, j'ai trop hâte. Et puis je repars au Canada, là, dans pas longtemps aussi. C'est une terre qui me fait beaucoup de bien artistiquement et qui m'inspire beaucoup, donc j'ai hâte aussi d'y retourner. Trop bien. On va passer aux questions de la fin du podcast que je pose tout le temps un peu aux gens. Je voulais savoir qu'est-ce qui pour toi est le plus difficile et au contraire qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail de chanteuse musicienne. Oh waouh. Le
Le plus difficile, je dirais que c'est le développement de projet. C'est d'un point de vue business, stratégie. La partie, faire des rétro-planning et essayer de calibrer, de penser les choses à l'avance, de trouver des financements. Vraiment trop relou. Ouais. Une partie de plaisir. Et encore, tu vois, j'ai des gens qui m'aident, hein. Enfin, je veux dire, j'ai un manager et tout, je suis loin d'être seule. Mais même en n'étant pas seule, je trouve ça vraiment chaud. Donc ça, c'est chaud. Et c'est un peu chiant. Je suis pas quelqu'un qui est passionné par le développement de projet, par exemple, tu vois. Genre, j'ai vraiment des gens autour de moi qui sont des entrepreneurs dans l'âme, qui sont vraiment... Moi, j'ai pas du tout ça, quoi. Genre, enfin, pas du tout. Un peu, fatalement, mais sinon, j'aurais arrêté. Mais, mais j'avoue que j'ai bien besoin de gens pour m'aider parce que ouais, voilà. Et ce que je kiffe le plus, bah, moi, c'est la scène, c'est sûr. Et la création, l'écriture. Les moments de création, c'est vraiment des moments... Avant, ça se faisait beaucoup dans la douleur pour moi, et aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans la joie. Ah, c'est beau, en vrai. Ouais. Ça désacralise aussi, tu vois, le côté un peu artiste maudit, il faut être torturé pour réussir à être créative. Pas du tout, en fait, c'est un peu le contraire, tu vois. Si je suis trop en dep, il y a rien qui va sortir, quoi. Ouais. Mais parce que j'ai trouvé ma formule magique aussi, un peu de comment réussir à être créative. Pour moi, c'est partir dans une maison avec des amis et partager des moments, et puis partir chacun de notre côté, faire nos chansons, et puis se retrouver le soir et se faire écouter, tu vois. Ah, c'est trop bien. Ouais. Se faire rêver un peu. Ouais, c'est ça, et puis se donner de la force, et surtout isoler du temps pour le faire. Parce que sinon, pris dans le quotidien et tout, j'écris 2-3 punchlines, mais je me pose pas pour écrire des chansons. Donc il me faut vraiment un temps, genre, pour ça. Définir. Mais je dirais que ouais, les highlights de ma vie de chanteuse, c'est les moments de création et les moments de scène. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un ou une jeune interprète / musicien ou musicienne qui nous écoute? Conseil ou quelque chose que tu voudrais leur dire? Ouais, j'aimerais leur dire d'essayer d'aller chercher leur vérité artistique et de se dire qu'en fait tout est éphémère et que on peut raisonner par projet dans le projet. Genre, tout ne va pas se casser la gueule sur un truc, tu vois. Enfin, genre, en fait, je trouve ça désacralise un peu, et surtout, ça tranquillise de se dire, attends, ça, c'est une chanson dans un tout. Ça, c'est un disque dans un tout. Ça, c'est un clip dans un tout. Donc, tranquille. Ouais, c'est pas grave. Si je me broute là, déjà, ça va pas conditionner tout le reste. Et voilà, enfin, après, on sait très bien, on va pas se mentir, hein, des fois, c'est hyper dur. Moi, j'ai mis des fois des années avant de reconvaincre des pros qui m'avaient vu au tout début, qui avaient pas aimé, et de leur dire non, mais attends, ça a ultra changé, enfin, reviens, en fait. Et qui reviennent et qui font ah oui, c'est vrai, c'est mieux. Bah oui. Ouais. Mais d'essayer d'aller chercher sa vérité artistique, et surtout de vraiment bosser sur ce truc-là de propos artistique, en fait, parce que je le revendique pas du tout comme un truc stylé, mais moi j'ai vécu mon début de carrière d'artiste en étant assez forte en réseautage et en mondanité et tout, et assez faible sur mon propos artistique, parce que comme j'en parlais tout à l'heure et tout, tu vois, je savais pas trop qui j'étais. Mais du coup, j'arrivais à trouver des concerts, à me dépatouiller et tout, parce que j'avais la tchatch et que j'avais ce truc de réseautage facile et tout, ce que je déplore, hein, parce que franchement, je trouve pas ça très, très louable, mais bon, c'est une réalité, c'est comme ça. Mais je dirais que vraiment, ouais, le plus important aussi pour être hyper à l'aise avec soi-même, c'est d'aller chercher sa vérité artistique au maximum, quoi, et de trouver de la joie là-dedans. Et que c'est le plus important, quoi. Quand t'es en phase avec ce que tu sors, ça te rend 1000 fois plus heureuse ou heureux, quand bien même t'as fait 3 vues, quoi. On s'en fout. Enfin, tu vois, c'est... Et même, je donnerais un conseil aussi que m'a donné Anne Sylvestre, de son vivant. Elle m'avait dit un truc qui va me guider toute ma vie, c'est fais gaffe à comment t'écris tes chansons.
écris-les bien et ne sois pas paresseuse. Genre, mets-y du cœur et, et mets-y de l'attention parce que potentiellement, tu vas devoir les assumer toute ta vie. Donc, fais pas non plus nimp, quoi. Enfin, genre, ça contredit un peu ce que je viens de dire, tu vois, de se tranquilliser et tout, mais juste d'être honnête avec soi, tu vois, et de se dire... Enfin, tu vois, sur mon premier disque, il y a des mots où déjà à l'époque, je savais que j'avais un peu bazardé le truc, et bah, ils me plaisent toujours pas, tu vois. Enfin, Oui. ça... Ouais, c'est comme un tatouage ou quoi, faut que tu sois clair avec toi avant de le faire. Ouais, pas c'est le ça. regretter après. Et genre, si dès le départ, tu te dis, ah ouais, telle ligne, elle me plaît pas de ouf, machin, il y a zéro chance qu'elle te plaise Bah, plus ouais. demain, tu vois. Donc, il y a ce truc Mais c'est pareil, c'est de la vérité artistique, en fait, et d'être honnête avec soi, et de se dire, non, bah là, j'ai été paresseuse un peu, je peux peut-être retravailler, machin. Et puis, au pire, même si ça te plaît plus tard, tu sais qu'à ce moment-là, c'était sincère et que t'as fait ton max. Ouais, grave. C'est hyper flou, mes conseils. Mais... Non, c'est clair. Je trouve ça complet, c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire. Et en plus, je convoque Anne Sylvestre, ma star. C'est qui? Moi, j'avoue, je connais pas. Alors, Anne Sylvestre, c'est une autrice, compositrice, interprète française, de chansons françaises, pour le coup très guitare-voix, piano-voix, qui est une icône féministe. Okay. Elle a fait beaucoup de chansons pour les enfants aussi, énormément. C'était un peu il y a plein de gens qui disent la Henri Dess au féminin. Moi, j'ai envie de dire c'est Henri Dess, le Anne Sylvestre au masculin, en fait. Voilà. Grave. Et par contre, elle faisait jamais de spectacle avec ses chansons pour enfants parce qu'elle avait pas du tout envie d'être réduite, entre guillemets, à ça. Mais elle a écrit énormément de chansons tout public et plutôt adultes. Et c'est vraiment une icône féministe. Je conseille plusieurs chansons. Alors, il y a une chanson qui est très connue qui s'appelle Les gens qui doutent. Ah, ça me dit un truc, ouais, parce qu'elle a été pas mal reprise. Il y a une chanson qui s'appelle Une sorcière comme les autres aussi, qui est vraiment un hymne féministe. Et moi, une de mes chansons préférées, c'est une de ses chansons sur le rapport à son corps qui s'appelle Carcasse. Voilà. Ok, génial, merci beaucoup. Et du coup, les deux dernières questions, c'est est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais entendre ici, qui du coup bosse dans la culture et qui, tu penses, aurait des choses chouettes à nous partager? Oui, je pense... Je peux te dire 2 personnes ou... Oui. Évidemment, je pense à des musiciens, musiciennes. Je pense à une artiste qui s'appelle Caval, qui, je trouve, a une vision de ce que c'est être une artiste aujourd'hui qui est assez cool. Okay. Et qui invente plein de trucs, en fait. C'est quelqu'un qui invente plein de trucs. Et sur la vérité artistique aussi, c'est quelqu'un qui a plein de choses à dire. Du coup, ça me parle. J'ai envie de te parler d'Irnini Mons aussi, dont je t'ai déjà parlé, tu vois, de Sab et Fanny, qui sont des meufs assez incroyables. Et puis, pour moi, il y a aussi quelqu'un de très inspirant qui s'appelle Caïman, qui est une artiste qui fait de la musique assez niche et qui assume ça fois 8000. Et je trouve ça super inspirant. Et c'est quelqu'un qui a été aussi dans le travail social. Et je trouve ça très inspirant aussi, comme aujourd'hui, elle arrive à faire des ponts entre l'artistique et le social. Et comment, en fait, avec sa personnalité, elle a réussi à être quelqu'un de... Enfin, une artiste ultra complète, en fait, qui fait de la musique, mais qui fait aussi plein d'actions sociales à travers la musique, et qui, du coup, qui se trahit pas, en fait, tu vois. Carrément. Ça fait 3 gens. C'est très bien, c'est parfait. Et qu'est-ce qui, personnellement, te donne espoir pour la suite? Ce qui me donne espoir, c'est les forces collectives. C'est... Aujourd'hui, ça passe beaucoup par des trucs communautaires qui sont hyper critiqués par les gens qui ne sont pas dedans, tu vois. Mais par exemple, de trouver des lieux queer, des lieux où on peut... Voilà, comme le Café Rosa, tu vois, où en fait... tu trouves des gens qui en fait qui te ressemblent et ça te fait du bien de parler avec ces gens-là, quoi, et de se lier. Donc des lieux féministes, des lieux inclusifs, queer,
où il y a de la place pour tout le monde. Ça me fait du bien. Et je trouve ça cool. Et en fait, toujours chercher ce truc de se relier. Enfin, c'est Delers qui me disait que... Parce qu'on parlait du divin dans la musique et de la sacralité dans la musique. Pour autant, on n'est pas des gens religieux, tu vois. On a des croyances, mais on n'a pas de dogme. Et en fait, il me disait que le mot religion, à la base, ça vient du terme en latin qui, je ne sais plus lequel, mais en gros, ça veut dire relier, se relier. Et je trouve que l'artistique, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est la fonction de l'artistique, en fait, c'est de se relier. Et j'imagine que si je faisais pas de la musique, je chercherais ça, en fait. Et peut-être j'aurais un café associatif, peut-être je travaillerais dans une MJC, peut-être... Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça qui, moi, me donne de la joie et qui, je pense, donne de l'espoir. C'est de chercher à se relier avec des gens différents aussi. Enfin, j'ai certaines pratiques dans ma vie comme le monde des chevaux, où il y a plein de gens qui votent à l'opposé de mes convictions politiques. Mais en même temps, je trouve ça grave intéressant de pas s'ignorer et de parfois pouvoir se parler aussi. Et il y a un genre de pureté un petit peu à gauche, tu vois, où si tu penses pas comme moi, t'es trop nul. Et je parle même pas avec toi. Je trouve ça ultra dommage, en fait. Je pense que, au contraire, il faut aller chercher aussi à comprendre pourquoi d'autres gens pensent pas comme nous. Et en fait, à être un peu moins... bon, bien sûr, un salut nazi, tu sais, au bout d'un moment, genre, ça suffit, quoi. Oui, c'était ce matin, Elon Musk, du coup, c'est ça, dans notre genre, c'est bon, quoi. Mais par contre, oui, c'est important des lieux, safe place, communautaires et tout, où, genre, on trouve des gens avec qui on est vraiment un maximum, où on se sent bien, en sécurité et tout. Mais c'est aussi cool, je trouve, de se bousculer et puis d'aller chercher aussi des gens qui sont pas forcément d'accord avec nous. Et en fait, ça veut pas dire conflit, quoi. Ça veut pas dire qu'on s'embrouille. Enfin, on peut essayer, tu vois, de parler calmement et se dire « Ah, moi, je pense ça. Bah, moi, je pense ça. Mais pourquoi, machin? Qu'est-ce que tu ressens ?» nos idées au réel, à ce que pensent plein de gens aussi, à notre taf, à notre... Ouais, c'est ça. Après, je suis un peu bisounours, tu vois. Mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Le purisme militant, c'est relou. Ouais, puis c'est flippant, tu vois. Enfin, moi, pendant longtemps, j'osais pas pousser la porte de lieux féministes ou de lieux queer parce que même si je savais que j'en étais, genre, j'avais peur de dire des bêtises ou de... Tu vois? Alors qu'en fait, tranquille, quoi. Enfin, carrément. genre... non, ça va. Enfin, maintenant que j'ai poussé la porte de ces lieux-là, c'est justement des lieux, si jamais ils sont fréquentés par des gens bienveillants et tout, on peut justement discuter des trucs, tu vois, calmement, quoi. Et dire attention, là, peut-être tel truc, ça peut blesser, ou tu vois. Mais tranquillement, sans être pendu pour le moindre mot de travers. Ouais, carrément. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant, quoi. Mais c'était quoi la question? Ouais, c'était ça. C'était l'espoir pour la suite. L'espoir, bah ouais, l'espoir, je pense, c'est de se relier les uns aux autres, quoi. Parce que... Enfin, moi, c'est ça ma conception Ouais, carrément. Du truc. Mais je serais curieuse d'avoir d'autres réponses à cette question. Moi, c'est pareil, je pense. Et enfin, c'est le truc de juste dire qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent et qui se mobilisent et qui pensent qu'on peut changer les choses. Et aussi, moi, ce que j'adore, c'est écouter les vieux militants qui, bon, vivaient pas dans la même réalité, donc je pense que c'est plus dur pour nous et ils le disent eux-mêmes. Mais ça donne espoir de voir que t'as des mecs et des meufs qui ont 90 ans et qui continuent à y croire et qui continuent à être humbles, mais à dire, voilà, on peut le faire et c'est trop beau, je trouve. Oui. Et est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Un mot pour la fin ? Ben non, Si, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ça me fait trop plaisir et bravo à tous les gens qui sont allés jusqu'au bout. Parce que moi, je sais même pas si j'aurais eu la foi. Non, mais c'est vrai, j'ai du mal à me concentrer. Merci beaucoup, Melba. Merci. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Un grand merci à Melba pour son partage. C'était vraiment un grand plaisir de passer ce moment avec elle.
On a vraiment passé une super après-midi, donc je suis très contente de ce dont on a pu parler et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, à soutenir le podcast sur les réseaux sociaux, à partager les extraits, les posts. Et personnellement, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui normalement sera une FAQ pour les 2 ans du podcast. Ça y est, ça approche. C'est une folie, donc j'ai hâte de vivre ça avec vous. Et sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.